Ainsi elle apprend à se tenir. Ces mots ont glacé mon sang. Ce soir-là, autour d'une table que j'avais moi-même dressée avec soin, j'ai vu mon gendre gifler ma fille à 3 reprises, puis la pousser au sol, et sa mère, assise en face de moi, applaudir en riant. Je m'appelle Morgane Bouchard, j'ai 70 ans, et ce que vous allez entendre n'est pas une fiction. C'est la vérité que j'ai portée en silence pendant des mois, jusqu'à ce soir de novembre où tout a basculé. Avant de vous raconter ce qui s'est passé après ce dîner, je dois revenir en arrière, parce que la violence n'arrive jamais d'un coup. Elle s'installe petit à petit, comme une humidité qui ronge les murs sans qu'on la voie. Isabelle est ma fille unique, mon trésor. Une femme douce, intelligente, discrète. Elle a toujours eu ce don pour apaiser les tensions, pour arranger les choses, peut-être trop. Quand elle a rencontré Pierre, il y a 7 ans, j'ai voulu croire qu'elle avait trouvé la stabilité. Un homme bien élevé, issu d'une famille respectable de Lyon. Ingénieur, poli, souriant. Sa mère, Gisèle, était une autre histoire. Dès le premier dîner chez eux, j'ai senti quelque chose. Une froideur sous les sourires. Une manière de parler à Isabelle comme si elle était une invitée dans sa propre vie. Isabelle, sers le vin. Isabelle, débarrasse. Isabelle, tu aurais pu faire un effort sur la présentation. Et Pierre ne disait rien. Il mangeait, les yeux baissés, pendant que sa mère parlait. Moi, je serrais les dents. Je me disais, Morgane, ce n'est pas ta maison. Ce n'est pas ton couple. Laisse-les vivre. Mais une mère sait. Une mère sent quand quelque chose ne va pas. Les mois ont passé. Isabelle venait me voir de moins en moins. Toujours une excuse. Toujours fatiguée. Un jour, elle est arrivée chez moi avec un foulard autour du cou. Il faisait 28 degrés. Isabelle, pourquoi ce foulard? Rien, maman. J'ai eu un petit accident avec le four. Elle n'a pas voulu que je regarde. J'ai insisté. Elle a fini par enlever le foulard. Il y avait une marque rouge, comme une brûlure. Mais ce n'était pas une brûlure. C'était la forme d'une main. Isabelle, maman, s'il te plaît, n'en fais pas toute une histoire. On s'est disputé. C'était ma faute. J'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû. Sa faute. Ces mots m'ont déchiré. Mais Isabelle m'a supplié de ne rien dire. Si tu t'en mêles, ça va être pire. Pierre m'a promis que ça n'arriverait plus. Il regrette. J'ai accepté. Contre mon instinct. Contre ma raison. Je me suis tue. Et pendant des mois, j'ai porté ce silence comme un poids mort dans la poitrine. Puis, il y a 3 semaines, Pierre m'a téléphoné. Morgane, j'aimerais organiser un dîner à la maison. Un dîner de famille. Pour que vous fassiez mieux connaissance avec ma mère. Isabelle serait tellement heureuse. Sa voix était calme, presque chaleureuse. J'ai accepté, parce que je voulais voir ma fille, parce que je voulais croire que les choses s'arrangeaient. J'aurais dû savoir. Le soir du dîner, je suis arrivée à 19h. Isabelle m'a ouvert la porte. Elle portait une robe bleu marine, très simple, très élégante. Mais ses yeux étaient vides. Bonsoir, maman. Bonsoir, ma chérie. Elle m'a embrassée rapidement, puis elle est retournée dans la cuisine. Pierre était au salon avec sa mère. Il buvait du champagne. Gisèle m'a regardée de haut en bas. Morgane, quelle surprise que vous ayez pu venir. Isabelle m'a dit que vous étiez très occupée ces derniers temps. Je n'étais pas occupée. Isabelle ne m'appelait plus. J'ai souri poliment. Merci de m'avoir invitée, Gisèle. Pierre s'est levé, m'a serré la main. Toujours ce sourire impeccable. Asseyez-vous, Morgane. Le dîner sera prêt dans quelques minutes. Nous nous sommes installés autour de la table. Isabelle a servi l'entrée, une terrine de légumes qu'elle avait préparée elle-même. Elle était nerveuse. Je le voyais à la manière dont elle posait les assiettes, les mains tremblantes. Gisèle a goûté. Elle a fait une grimace. C'est un peu fade, non? Isabelle s'est figée. Je peux ajouter du sel si tu veux, Gisèle. Ce n'est pas grave. On ne peut pas tout réussir. Pierre n'a rien dit. Le dîner a continué dans un silence tendu. Gisèle parlait. Pierre acquiesçait. Isabelle écoutait, la tête baissée. Et moi, je regardais. Puis, au moment du plat principal, Isabelle a renversé un verre d'eau, par accident, en voulant servir Pierre. L'eau s'est répandue sur la nappe. Pierre s'est levé d'un bond. « Bon sang, Isabelle, tu ne peux pas faire attention ?» Isabelle s'est excusée immédiatement, paniquée. « Pardon, je vais nettoyer. » Elle s'est précipitée vers la cuisine pour chercher un torchon. Gisèle a ri, un rire froid, méprisant. « Mon pauvre Pierre, tu as vraiment tout à faire dans cette maison. » Isabelle est revenue, les mains pleines de torchons. Elle s'est mise à genoux pour essuyer l'eau. Et là, Pierre s'est approché d'elle. Il l'a regardée. Puis, il a levé la main. Clac, clac, clac. 3 gifles sur le visage de ma fille. Puis, il l'a poussée, violemment. Isabelle est tombée au sol, le torchon encore dans les mains. Gisèle a applaudi. Ainsi, elle apprend à se tenir. Mon sang a gelé. Tout s'est arrêté. Le bruit, le temps, tout. Je me suis levée. En silence, j'ai pris mon téléphone dans mon sac et j'ai fait un seul appel. Pierre et Gisèle me regardaient
étonné, comme si j'étais un meuble qui venait de bouger tout seul. « Morgane, qu'est-ce que vous faites ?» Je n'ai pas répondu. 15 minutes plus tard, on a sonné à la porte. Et quand ils ont vu qui était là, debout sur le seuil, avec son insigne et son regard d'acier, ils ont compris avec qui ils avaient joué. Avant de vous raconter qui se tenait derrière cette porte, je dois vous faire comprendre quelque chose. Ce soir-là, je n'ai pas agi par colère, ni par vengeance. J'ai agi parce qu'une mère ne peut pas rester assise pendant qu'on détruit sa fille. Mais pour comprendre pourquoi j'ai fait cet appel et pourquoi il a tout changé, il faut que je vous raconte qui je suis vraiment, qui j'ai été, et pourquoi Pierre et Gisèle ont commis l'erreur de leur vie en pensant que j'étais une vieille femme sans défense. Je suis née en 1954, dans une petite ville du sud de la France. Mon père était gendarme, ma mère, institutrice. Chez nous, on ne parlait pas fort, on ne claquait pas les portes. Mais on ne laissait personne piétiner ce qui était juste. Mon père avait une phrase qu'il répétait souvent. « Morgane, dans la vie, il y a ceux qui frappent et ceux qui protègent. Tu choisiras toujours de protéger. » J'avais 10 ans quand j'ai compris ce que cela voulait dire. Un jour, à l'école, un garçon de ma classe, plus grand, plus fort, a poussé une petite fille dans la cour. Elle est tombée, elle pleurait. Personne ne bougeait. Moi, je me suis avancé. « Laisse-la tranquille. » Il a ri. « Et toi, tu vas faire quoi ?» Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai attrapé son cartable et je l'ai jeté dans la fontaine. Il est parti en courant, humilié. La petite fille m'a regardé avec des yeux ronds. « Pourquoi tu as fait ça ?» Parce que personne d'autre ne le faisait. J'ai grandi avec cette conviction. Protéger ceux qui ne peuvent pas se défendre. À 18 ans, j'ai rencontré Thomas, mon mari. Un homme doux, tendre, intelligent. Nous nous sommes mariés à 20 ans. Isabelle est née 2 ans plus tard. Thomas travaillait dans l'import-export. Moi, j'ai repris mes études. J'ai fait du droit. Puis j'ai passé les concours. À 28 ans, je suis devenu commissaire de police. Oui, vous avez bien entendu. Commissaire, à Lyon. Pendant 35 ans, j'ai dirigé des enquêtes sur des affaires de violence conjugale, de trafic, de crimes organisés. J'ai vu des hommes pleurer dans des cellules. J'ai vu des femmes briser leur silence après des années de terreur. Et j'ai appris une chose essentielle. La violence ne recule que devant la loi, jamais devant la peur. Quand Isabelle était petite, je ne parlais jamais de mon métier à la maison. Je voulais qu'elle grandisse dans la douceur, loin des horreurs que je voyais chaque jour au commissariat. Thomas et moi, nous formions une équipe solide. Nous avons élevé Isabelle dans l'amour, la stabilité, le respect. Mais peut-être que nous l'avons trop protégée. Peut-être qu'en voulant lui épargner la dureté du monde, nous ne lui avons pas appris à reconnaître le danger quand il se présente avec un sourire. Quand Isabelle a commencé à fréquenter Pierre, j'étais déjà à la retraite depuis 3 ans. Thomas était décédé 2 ans plus tôt. Un infarctus, brutal, inattendu. Ma vie s'était vidée d'un coup. Isabelle était tout ce qui me restait. Alors quand elle m'a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un, j'ai voulu y croire. J'ai voulu croire que cet homme la rendrait heureuse. Pierre venait la chercher chez moi. Il apportait des fleurs. Il parlait de projets, d'avenir, de stabilité. « Morgane, je veux prendre soin d'Isabelle. Vous pouvez me faire confiance. » Il avait l'air sincère, mais il y avait quelque chose, une tension dans sa voix quand Isabelle parlait trop longtemps avec moi. Un regard froid quand elle riait. Une fois, pendant un déjeuner chez moi, Isabelle a raconté une anecdote sur son travail. Elle était juriste dans un cabinet d'avocats. Pierre l'a coupée. « Isabelle, personne n'a envie d'entendre ça. » Elle s'est tue immédiatement. J'ai senti mon estomac se nouer. Mais je me suis dit, « Morgane, tu es parano. Tu as vu trop de cas. Tous les hommes ne sont pas violents. » Ils se sont mariés 1 an plus tard. Une cérémonie simple, élégante. Gisèle était là, bien sûr. Toujours à donner des ordres, à critiquer. « Isabelle, ta robe aurait pu être plus classique. » Isabelle, le traiteur n'était pas à la hauteur. Pierre acquiesçait, toujours, et Isabelle souriait, toujours. Moi, je regardais ma fille s'effacer petit à petit, comme une photo qui perd ses couleurs. Après le mariage, les visites se sont espacées. Isabelle m'appelait moins. Quand je proposais de venir, elle trouvait une excuse. « Maman, Pierre a beaucoup de travail en ce moment. »« Maman, Gisèle vient ce week-end, tu comprends ? »« Maman, on est fatigué. Une autre fois, d'accord ? Une autre fois. Toujours une autre fois. » Puis, il y a eu cet après-midi où elle est venue chez moi sans prévenir. C'était un mardi de juillet. Il faisait très chaud. Elle portait un chemisier à manches longues et ce foulard autour du cou. Elle est entrée dans mon salon et elle s'est effondrée sur le canapé. « Maman, je suis tellement fatiguée. »« Fatiguée de quoi, ma chérie ?» Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle regardait par la fenêtre, les yeux perdus. De tout. J'ai préparé du thé. Nous nous sommes assises ensemble, en silence. Puis j'ai remarqué une petite échymose sur son poignet. Violette, récente. « Isabelle,
Qu'est-ce que c'est? Elle a baissé les yeux. Rien, maman. Je me suis cognée. Isabelle, regarde-moi. Elle a levé la tête. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu avant. De la peur. Maman, s'il te plaît, ne me pose pas de questions. Isabelle, je suis ta mère. Si quelqu'un te fait du mal, personne ne me fait de mal. Elle s'était levée, paniquée. Pierre est un homme bien. Il travaille dur. Il a du stress. Parfois, je dis des choses qui ne vont pas. C'est tout. Des choses qui ne vont pas? Isabelle, écoute-toi. Maman, arrête. Tu ne comprends pas. Si tu t'en mêles, ça va être pire. Pire. Ce mot a résonné dans ma tête pendant des jours. J'ai essayé de la raisonner, de lui parler, mais elle refusait d'écouter. Maman, tu vois le mal partout parce que tu as été flic. Mais ma vie, ce n'est pas une enquête. Isabelle, s'il te plaît, maman, laisse-moi vivre ma vie. Elle est partie. Et moi, je suis restée seule dans mon salon avec cette phrase qui tournait en boucle. Si tu t'en mêles, ça va être pire. Les semaines ont passé. Je n'ai plus eu de nouvelles. J'ai appelé, pas de réponse. J'ai envoyé des messages, rien. Puis, un soir, Pierre m'a téléphoné. Morgane, je suis désolée. Isabelle a été un peu distante ces derniers temps. Elle traverse une période difficile. Mais elle va mieux maintenant. Une période difficile? Oui, du stress au travail. Vous savez comment elle est. Elle se met trop de pression. Il parlait d'elle comme si elle était une enfant fragile. Comme si elle était le problème. Pierre, je veux voir ma fille. Bien sûr. Justement, j'aimerais organiser un dîner pour que nous puissions tous nous retrouver. Ma mère sera là aussi. Ce sera l'occasion de mieux se connaître. J'aurais dû refuser. J'aurais dû aller chercher Isabelle et la ramener chez moi. Mais je me suis dit, Morgane, tu ne peux pas envahir sa vie. Elle est adulte. Elle doit faire ses choix. Alors j'ai accepté. Le jour du dîner, je me suis préparée avec soin. J'ai mis une robe simple, élégante. J'ai pris mon sac. Et dans ce sac, j'ai glissé mon téléphone. Pas celui que j'utilise tous les jours. Mon ancien téléphone professionnel. Celui où sont enregistrés tous mes contacts de la police. Je ne savais pas encore pourquoi je l'avais pris, mais une intuition me disait que j'en aurais besoin. Quand je suis arrivée chez eux, Isabelle m'a ouvert. Elle portait cette robe bleu marine. Elle souriait, mais ce sourire ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Bonsoir, maman. Bonsoir, ma chérie. » Elle m'a embrassée rapidement, puis elle est retournée dans la cuisine. Gisèle était au salon. Pierre aussi. Ils buvèrent du champagne, ils riaient. Gisèle m'a regardée avec ce mélange de mépris et de condescendance que je connaissais bien. « Morgane, quelle joie que vous ayez pu venir. » Je me suis assise, j'ai souri, j'ai joué mon rôle. Mais à l'intérieur, tous mes instincts de flic étaient en alerte. Le dîner a commencé, l'entrée, le plat, les remarques de Gisèle, le silence d'Isabelle, l'indifférence de Pierre, et puis ce verre d'eau renversé, ces 3 gifles, ce corps qui tombe, ces applaudissements. Ainsi elle apprend à se tenir. Je me suis levée. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé un numéro que je connaissais par cœur. « Allô? Capitaine Moreau. C'est Morgane Bouchard. J'ai besoin d'une intervention immédiate. Violence conjugale en cours. 23, rue de la République, appartement B. » « Morgane? Vous êtes sûre? »« Oui. Envoyez une équipe. Maintenant. On arrive. » Pierre et Gisèle me regardaient, abasourdis. « Morgane, qu'est-ce que vous faites? » « Ce que j'aurais dû faire il y a des mois. »« Vous avez appelé la police? » ?»« Oui. Et ils seront là dans 15 minutes. » Pierre a pâli. « Vous êtes folle! Vous ne pouvez pas faire ça. »« Si, je peux. » Gisèle s'est levée, furieuse. « Morgane, vous allez détruire la vie de mon fils pour un simple malentendu. »« Un malentendu? Votre fils vient de frapper ma fille au visage, 3 fois, devant moi. Vous avez applaudi. Ce n'est pas un malentendu. C'est un crime. » Isabelle s'était relevée. Elle me regardait, terrorisée. « Maman, qu'est-ce que tu as fait? » J'ai protégé ma fille. « Maman, non, tu ne comprends pas, ça va tout empirer. Isabelle, écoute-moi, rien ne peut être pire que ce qui vient de se passer. » Pierre s'est approché de moi, menaçant. « Vous allez rappeler, vous allez leur dire que c'était une erreur. Non, vous allez rappeler. » Il a levé la main vers moi. Et là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je me suis avancée, j'ai planté mes yeux dans les siens. Et j'ai dit d'une voix calme, froide, implacable, « Touche-moi, et tu vas comprendre ce que c'est que de frapper un ancien commissaire de police. » Il s'est figé. Gisèle a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Isabelle me regardait comme si elle me voyait pour la première fois. « Maman, tu étais commissaire? » « Oui, ma chérie, pendant 35 ans. » On a sonné à la porte. Pierre a voulu courir vers la chambre, mais je me suis placée devant lui. « Ne bouge pas. » Gisèle a tenté de se diriger vers la sortie, mais la porte s'est ouverte. Et là, sur le seuil, se tenait le capitaine Moreau, un homme que je connaissais bien, un homme que j'avais formé il y a 20 ans. Derrière lui,
2 agents en uniforme. Moreau m'a regardé, puis il a regardé Pierre, puis Isabelle, recroquevillée contre le mur, les joues encore rouges. Il a compris immédiatement. « Bonsoir, commissaire Bouchard. » Pierre est devenu livide. « Commissaire. » Ce mot a résonné dans la pièce comme un coup de tonnerre. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne méritent pas cette confiance. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Le capitaine Moreau est entré lentement dans le salon. Ses yeux balayaient la scène avec ce regard professionnel que je connaissais si bien. Le verre brisé, la nappe tachée, Isabelle contre le mur, tremblante. Pierre, figé comme une statue de sel. Gisèle, la bouche ouverte, incapable de prononcer un mot. « Bonsoir », a dit Moreau d'une voix calme. « Je suis le capitaine Moreau, brigade des violences intrafamiliales. Nous avons reçu un signalement. » Pierre a retrouvé sa voix, une voix aiguë, paniquée. « Il n'y a aucun problème ici, c'est un malentendu. Cette femme, il me pointait du doigt, elle est perturbée. Elle voit des choses qui n'existent pas. » Moreau ne l'a même pas regardée. Il s'est tourné vers Isabelle. « Madame, est-ce que vous allez bien ?» Isabelle ne répondait pas. Elle me fixait. Ses yeux disaient tellement de choses à la fois. Peur, colère, soulagement, trahison. « Isabelle, ai-je dit doucement, dis la vérité. Maman, la vérité ma chérie, c'est tout ce qu'on te demande. » Moreau s'est approché d'elle avec une douceur qui m'a rappelé pourquoi je l'avais recommandé pour cette brigade il y a 15 ans. Il savait parler aux victimes. Il savait attendre. « Madame, personne ne va vous forcer à parler, mais nous sommes là pour vous protéger. Si quelque chose s'est passé ce soir, vous pouvez nous le dire. » Isabelle a fermé les yeux. Une larme a coulé sur sa joue, puis une autre, et elle a hoché la tête, lentement. Pierre a explosé. « Isabelle, non, ne dis rien. Tu sais très bien que c'était un accident. Tu as glissé. Tu es tombée toute seule. » Moreau s'est tourné vers lui. Cette fois, son regard s'était durci. « Monsieur, je vous conseille de vous taire. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. »« Retenu contre moi? Mais de quoi vous parlez? Je n'ai rien fait. » Un des agents s'est avancé. « Monsieur, veuillez nous suivre. »« Me suivre? Où ça? »« Au commissariat. Pour audition. » Gisèle s'est jetée devant son fils comme une lionne. « Vous n'allez nulle part avec mon fils. Vous n'avez aucune preuve. Aucune. Cette femme ment. »« Madame, » a dit Moreau sans hausser le ton, « si vous continuez à entraver notre travail, vous serez également placé en garde à vue pour entrave à la justice. » Gisèle est devenue écarlate. « Comment osez-vous me parler ainsi? Savez-vous qui je suis? Mon mari était notaire. Nous connaissons des gens très importants. » Moreau n'a pas scié. « Madame, votre mari peut être le président de la République. Cela ne change rien à la loi. Maintenant, reculez. » Pierre était en train de paniquer. Je le voyais dans ses gestes saccadés, dans sa respiration rapide. Il cherchait une sortie, une excuse, un moyen de reprendre le contrôle. Mais il n'y en avait pas. « Écoutez, » a-t-il dit en essayant de retrouver un ton raisonnable. « Je comprends que ça puisse paraître dérangeant. Mais franchement, ce n'était rien. Un geste d'énervement. Ma femme a renversé de l'eau, j'ai réagi de manière excessive. C'est tout. Ça arrive dans tous les couples. » Moreau a sorti un carnet. Un geste d'énervement. C'est noté. Combien de gifles, exactement? Pierre a hésité. Je ne sais pas. 1, peut-être. 3, ai-je dit calmement. 3 gifles, suivies d'une poussée violente. Isabelle est tombée au sol. Sa belle-mère a applaudi en disant « Ainsi, elle apprend à se tenir ». Le silence qui a suivi était épais comme du plomb. Moreau a écrit. Puis il a levé les yeux vers Gisèle. « Madame, confirmez-vous avoir tenu ces propos ?» Gisèle est devenue blanche. C'était une blague. Une blague. Oui, une simple blague. Vous savez, entre belles-mères et brus, on se taquine. Vous trouvez cela drôle de voir une femme se faire frapper et tomber au sol? Gisèle ne répondait plus. L'un des agents s'est approché de Pierre. « Monsieur, veuillez nous accompagner. »« Non, je refuse. »« Vous refusez? »« Oui, je refuse de vous suivre. Je n'ai rien fait de mal. Je suis chez moi. Vous n'avez pas le droit? »« Nous avons le droit, » a coupé Moreau. Article 222-13 du Code pénal. Les violences conjugales sont un délit. La flagrance nous autorise à intervenir immédiatement. Pierre a regardé autour de lui, désespéré, cherchant du soutien, cherchant quelqu'un pour le sauver. Personne. L'agent a posé une main ferme sur son épaule. « Monsieur, ne compliquons pas les choses. » Pierre s'est dégagé violemment. « Ne me touchez pas !» Et là, il a fait l'erreur fatale. Il a levé le poing vers l'agent. En 1 seconde, les 2 policiers l'ont plaqué contre le mur. Ils lui ont passé les menottes, métalliques, froides, réelles. Pierre hurlait. « Vous n'avez pas le droit. Je vais porter plainte. Je connais des avocats. Vous allez perdre vos postes. » Moreau s'est approché de lui, tout près.
Oh, monsieur, vous venez d'ajouter outrage et rébellion à votre dossier. Vous êtes en état d'arrestation. Vous allez être placé en garde à vue. Vous avez le droit de garder le silence. Vous avez le droit à un avocat. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Gisèle s'est mise à pleurer. Pas des larmes de tristesse, des larmes de rage. C'est vous, elle me pointait du doigt, hystérique. C'est vous qui avez tout manigancé. Vous êtes jalouse, jalouse parce que votre fille a trouvé un homme bien. Je l'ai regardée, calmement. Madame, votre fils vient de frapper ma fille. Devant témoin, vous avez encouragé cette violence. Si vous pensez que c'est moi le problème, alors vous vivez dans un autre monde. Mon fils n'est pas un criminel. Non, ai-je répondu. Mais il a commis un crime, ce qui en fait, légalement, un criminel. Les agents ont emmené Pierre vers la porte. Ils se débattaient, criaient, insultaient. Gisèle courait derrière eux, suppliait, menaçait. Moreau est resté avec moi et Isabelle. Il s'est tourné vers ma fille. « Madame, est-ce la première fois que votre mari vous frappe ?» Isabelle ne répondait pas. Elle regardait le sol. « Isabelle, ai-je murmuré. S'il te plaît ?» Elle a fermé les yeux et elle a secoué la tête. Non, ce n'était pas la première fois. Moreau a sorti son téléphone. « Je vais appeler une unité médico-légale. Ils vont prendre des photos de vos blessures. C'est important pour le dossier. » « Des photos ?» Isabelle a levé la tête, paniquée. « Non, non, ce n'est pas nécessaire. » « Si, c'est nécessaire. Mais si les photos sortent, si les gens voient, personne ne verra ces photos sauf le juge. Elles sont confidentielles. Elles servent à établir les faits. » Isabelle a regardé vers moi, perdue. « Maman, qu'est-ce que j'ai fait ? Tu n'as rien fait, ma chérie. C'est moi qui ai agi, et je ne regrette rien. Mais Pierre, il va aller en prison ? Je ne sais pas, ça dépendra du juge. Mais au minimum, il va passer la nuit en garde à vue, et tu vas pouvoir respirer. » Moreau s'est assis en face d'Isabelle. « Madame, je sais que c'est difficile, mais il faut que vous me disiez tout. Depuis combien de temps cela dure ?» Isabelle a pris une grande inspiration. « Depuis 1 an. 1 an. Au début, c'était juste des mots, des insultes. Il me traitait d'idiote, d'incapable. Il disait que j'étais une mauvaise épouse, que je ne savais rien faire correctement. » Moreau écrivait. Et ensuite, il a commencé à me pousser, juste un peu, contre un mur, contre une porte. Il disait que c'était ma faute, que si je ne le provoquais pas, il ne réagirait pas ainsi. Vous provoquez comment? Je ne sais pas. Parfois, je parlais trop. Parfois, je ne parlais pas assez. Parfois, je cuisinais mal. Parfois, je ne souriais pas. Tout pouvait devenir une provocation. En l'écoutant, j'avais l'impression qu'on me plantait des aiguilles dans le cœur. Ma fille, ma petite fille, elle avait vécu ça pendant 1 an. Et moi, je n'avais rien vu. Ou plutôt, j'avais vu, mais je n'avais pas agi. Et les coups? A demandé Moreau. La première fois, c'était il y a 6 mois. Il m'a giflé. Une seule fois. Il a pleuré après. Il s'est excusé. Il m'a juré que ça n'arriverait plus jamais. Mais ça a recommencé. Oui, encore, et encore. Et chaque fois, il disait que c'était la dernière, que j'avais juste besoin de faire plus attention, de ne pas le contrarier. Et sa mère? Isabelle a eu un rire amer. Sa mère? Elle disait que c'était normal, que les hommes ont besoin d'être respectés, que si je ne voulais pas qu'ils se mettent en colère, je devais être une meilleure épouse. Moreau a fermé son carnet. Et madame, vous êtes victime de violences conjugales. Ce que votre mari vous a fait subir est un délit. Et ce que sa mère a dit ce soir peut être qualifié de complicité morale. Complicité? Oui. Encourager la violence, c'est y participer. Isabelle a regardé par la fenêtre. Les voitures de police étaient garées en bas. Les voisins commençaient à sortir, curieux. « Tout le monde va savoir », a-t-elle murmuré. « Oui, tout le monde va savoir, et c'est tant mieux. Parce que la honte, ce n'est pas vous qui devez la porter, c'est lui. » Une équipe médico-légale est arrivée 20 minutes plus tard. Une femme, jeune, douce, professionnelle, elle a pris des photos du visage d'Isabelle, des marques rouges sur ses joues, de l'ecchymose sur son poignet, d'une autre marque, plus ancienne, sur son bras. « Depuis combien de temps avez-vous celle-ci » a demandé la médecin. 2 semaines, a répondu Isabelle à voix basse. « Et vous ne l'avez pas signalé ?» J'avais peur. Peur de quoi? Peur qu'il le découvre. Peur qu'il soit encore plus en colère. La médecin a hoché la tête, tristement. « Je comprends. Mais maintenant, c'est fini. Vous êtes protégée. » Moreau m'a prise à part. « Morgane, vous avez bien fait d'appeler. Mais vous savez comment ça va se passer, n'est-ce pas? » « Oui, je sais. Il va être relâché demain ou après-demain, avec une interdiction d'approcher. Mais ça ne veut pas dire qu'il va respecter cette interdiction. Je sais. Votre fille doit porter plainte, officiellement. Sinon, le dossier sera classé. Je vais lui parler. » Moreau a posé une main sur mon épaule. « Morgane, vous avez été un grand commissaire.
Vous avez sauvé des dizaines de femmes dans votre carrière. Mais là, ce n'est pas une enquête. C'est votre fille. Vous allez devoir être sa mère, pas son commissaire. Je sais. Et vous allez devoir accepter qu'elle fasse ses propres choix. Même si ces choix vous brisent le cœur. Il est parti peu après. Les agents ont fini de relever les preuves. Le verre cassé, les photos, les témoignages. Et puis, nous nous sommes retrouvés seuls. Isabelle et moi. Elle était assise sur le canapé, les bras autour de ses genoux. Elle avait l'air d'une petite fille perdue. Je me suis assise à côté d'elle. Isabelle, ne dis rien, maman, s'il te plaît. Je dois te dire quelque chose. Non, pas maintenant. Si, maintenant. Je lui ai pris la main. Elle était glacée. Isabelle, je suis désolée. Elle a levé les yeux vers moi, surprise. Désolée de quoi? De ne pas avoir agi plus tôt. Quand tu es venu chez moi avec cette marque sur le cou, j'aurais dû t'emmener loin de lui. J'aurais dû te protéger. Mais j'ai eu peur de te perdre, peur que tu me rejettes. Alors, je me suis tue. Les larmes ont recommencé à couler sur ses joues. Maman. Mais ce soir, j'ai compris quelque chose. Parfois, pour sauver ceux qu'on aime, il faut accepter qu'ils nous détestent. Isabelle a posé sa tête sur mon épaule, comme quand elle était petite, comme quand le monde lui faisait peur et qu'elle cherchait refuge dans mes bras. Je ne te déteste pas, maman. Tu en as le droit. Non, je suis soulagée et terrifiée. En même temps, c'est normal. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu vas venir chez moi, ce soir. Mais mes affaires, on reviendra les chercher demain, avec Moreau, en sécurité. Et après, on verra, un jour à la fois. Nous sommes restées assises en silence pendant un long moment. Le salon était encore en désordre, la nappe tachée, le verre cassé, les traces d'un dîner qui avait tout changé. Puis Isabelle a murmuré « Maman, tu crois qu'il va me pardonner ?» Mon sang s'est glacé. « Isabelle, regarde-moi. » Elle a levé les yeux. « Ce n'est pas lui qui doit te pardonner. C'est toi qui dois décider si tu lui pardonnes. Et personnellement, je ne vois pas ce qu'il y a à pardonner. Mais si je porte plainte, sa vie sera détruite. Non, sa vie va juste être confrontée aux conséquences de ses actes. C'est différent. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Nous avons quitté cet appartement vers minuit. Isabelle a pris son sac, quelques vêtements, son téléphone, et sur la table du salon, j'ai laissé une carte, ma vieille carte de commissaire, pour que Pierre comprenne bien qui avait gagné ce soir-là. Pas par la force, pas par la vengeance, par la loi. Cette nuit-là, nous avons roulé en silence à travers les rues de Lyon. Les réverbères projetaient des ombres mouvantes sur le visage d'Isabelle. Elle regardait par la fenêtre, immobile, comme si elle était ailleurs, très loin. J'ai allumé la radio, puis je l'ai éteinte. Le silence était plus doux que n'importe quelle musique. Quand nous sommes arrivés chez moi, il était presque 1h du matin. J'ai ouvert la porte de mon appartement, ce petit 3 pièces que j'avais acheté après la mort de Thomas. Simple, lumineux, sûr. Isabelle est entrée lentement, comme si elle découvrait un endroit qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Pourtant, elle était venue ici des dizaines de fois. Mais ce soir, c'était différent. Ce soir, elle ne venait pas en visite. Elle venait se réfugier. « Tu veux boire quelque chose ?» ai-je demandé. « Un thé? Une tisane? Juste de l'eau, maman, s'il te plaît. » Je lui ai servi un verre d'eau fraîche. Elle l'a bu d'un trait, comme si elle venait de traverser un désert. « Tu as faim? »« Non, je ne peux rien avaler. C'est normal. » Nous nous sommes assises sur le canapé. Le même canapé où, quelques mois plus tôt, elle m'avait supplié de ne rien faire, de ne pas m'en mêler. « Maman? »« Oui, ma chérie. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? » Pierre va passer la nuit en garde à vue. Demain matin, il sera auditionné par les enquêteurs. Ensuite, il sera présenté au procureur. Le procureur décidera s'il doit être poursuivi ou non. Et s'il est poursuivi, il passera devant un juge. Le juge pourra ordonner une interdiction d'approcher. Pierre ne pourra plus venir te voir, plus t'appeler, plus t'envoyer de messages. Isabelle a baissé les yeux. Et s'il viole cette interdiction, alors il retournera en prison, pour plus longtemps. Elle a hoché la tête, lentement. Puis elle a regardé ses mains. Ses doigts tremblaient légèrement. « Maman, tu crois que j'ai fait le bon choix? En ne disant rien pendant si longtemps ?» J'ai pris ses mains dans les miennes. « Isabelle, tu as fait ce que toutes les femmes dans ta situation font. Tu as essayé de survivre. Tu as essayé de garder la paix. Tu as espéré que ça s'arrangerait. Ce n'est pas un choix. C'est une stratégie de survie. Mais si j'avais parlé plus tôt, tu n'étais pas prête. Et ce n'est pas ta faute. C'est la sienne. Uniquement la sienne. » Les larmes ont recommencé à couler. Je me sens tellement stupide. Pourquoi? Parce que je suis juriste. Je connais la loi. Je défends des victimes de violences tous les jours. Et pourtant, je n'ai pas su me protéger moi-même. J'ai serré ses mains plus fort. « Isabelle, écoute-moi bien. Savoir et vivre,
sont deux choses différentes. Tu peux connaître toutes les lois du monde, ça ne te rend pas immunisé contre la manipulation, contre la peur, contre l'espoir qu'il change. Mais toi, tu as agi, toi, tu as su quoi faire, parce que j'étais à l'extérieur, parce que je n'étais pas dans la relation. C'est facile de voir clair quand on n'est pas dans le brouillard. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Maman, j'ai tellement honte. De quoi? D'avoir laissé ça arriver, d'avoir supporté, d'avoir menti. À toi, à mes amis, à tout le monde. La honte n'est pas à toi, elle est à lui. Mais les gens vont savoir. Ils vont me juger, peut-être. Mais ceux qui comptent vraiment te soutiendront. Les autres, ils ne méritent pas ton énergie. Nous sommes restés ainsi pendant un long moment, en silence. Juste le bruit de la respiration, le tic-tac de l'horloge dans le salon, le monde extérieur qui continuait à tourner pendant que nous étions figés dans ce moment fragile. Puis Isabelle a murmuré « Maman, tu crois qu'il va me chercher? Peut-être. Et si je retourne avec lui ?» Mon cœur s'est serré. « Tu vas retourner avec lui? Je ne sais pas. J'ai peur de ce qui va se passer. Peur d'être seule. Peur qu'il se venge. Isabelle, regarde-moi. » Elle a levé les yeux. « Tu ne seras jamais seule. Je suis là. Et je serai toujours là. Quoi que tu décides. Même si tu retournes avec lui, et je prie pour que tu ne le fasses pas, je serai là. » Elle a hoché la tête. Puis elle s'est levée. « Je peux aller me coucher? Je suis épuisée. »« Bien sûr. Ta chambre est prête. » C'était la chambre qu'elle occupait quand elle était adolescente. Je l'avais gardée intacte après son départ. Les mêmes draps bleus, la même petite lampe de chevet, les mêmes livres sur l'étagère. Elle est entrée dans la chambre. Elle a regardé autour d'elle. Et pour la première fois de la soirée, j'ai vu un petit sourire sur ses lèvres. Ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. Merci maman. Je l'ai laissée seule. J'ai fermé la porte doucement et je suis restée dans le couloir, les mains contre le mur, essayant de reprendre mon souffle. J'avais l'impression d'avoir couru un marathon. Mon téléphone a vibré. Un message de Moreau. Pierre Valmont a été placé en garde à vue. Audition prévue demain à 9h. Je vous tiens au courant. J'ai répondu simplement « Merci ». Puis j'ai éteint mon téléphone. Je suis allée dans la cuisine. J'ai préparé une tisane, camomille et miel. Le même mélange que ma mère me préparait quand j'étais petite et que quelque chose me faisait peur. Je me suis assise à la table, seule, dans le silence. Et pour la première fois depuis des heures, j'ai laissé mes propres larmes couler. Parce que j'avais eu peur. Peur de perdre ma fille. Peur d'arriver trop tard. Peur que mon intervention ne fasse qu'empirer les choses. Mais j'avais agi. Et maintenant, il fallait vivre avec les conséquences, quelles qu'elles soient. Le lendemain matin, je me suis réveillée à 6h, comme toujours. Des décennies dans la police m'avaient appris à me lever tôt. Même à la retraite, mon corps gardait ce rythme. J'ai préparé du café, j'ai mis la table, pain frais, confiture, beurre, jus d'orange. Isabelle est sortie de sa chambre vers 8h. Elle portait un de mes pulls, trop grand pour elle. Elle ressemblait à une enfant. « Bonjour maman. »« Bonjour ma chérie. Tu as bien dormi ?»« Non. J'ai fait des cauchemars. C'est normal. Viens t'asseoir. » Nous avons pris le petit déjeuner en silence. Isabelle grignotait à peine. Elle buvait son café à petites gorgées, les yeux dans le vague. Mon téléphone a sonné. Moreau. Allô? Bonjour Morgane. Pierre Valmont vient de terminer son audition. Et? Il nie tout. Il dit qu'Isabelle est tombée toute seule, que vous avez mal interprété la scène, que sa mère plaisantait. Évidemment. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autre témoin que vous. Et vous êtes la mère de la victime. Sa parole contre la vôtre. Et Isabelle, elle compte pour rien? Si, mais elle doit porter plainte. Officiellement. Sinon, le dossier sera classé. J'ai regardé Isabelle. Elle écoutait, pétrifiée. Je vais lui en parler, ai-je dit. Morgane, je sais que c'est difficile, mais sans plainte, nous ne pouvons rien faire. Je comprends. Le procureur va le relâcher cet après-midi, avec une interdiction d'approcher. Mais cette interdiction ne vaut que si Isabelle porte plainte. D'accord. Appelez-moi dès que vous avez une réponse. J'ai raccroché. Isabelle me regardait, les yeux remplis de larmes. Je dois porter plainte? Oui. Et si je ne le fais pas? Alors tout ce qui s'est passé hier soir n'aura servi à rien. Pierre sortira libre, sans aucune conséquence, et il pourra revenir te chercher. Elle s'est levée, elle a marché jusqu'à la fenêtre, elle regardait la rue, les passants, les voitures. Maman, si je porte plainte, je détruis sa vie. Non, tu protèges la tienne. Mais sa carrière, sa réputation, Isabelle, arrête de penser à lui. Pense à toi. Pour une fois dans ta vie, pense à toi. Elle s'est retournée. Son visage était défait. Mais je l'aime encore. Ces mots m'ont brisé. Parce que je les comprenais. Parce que l'amour ne s'éteint pas d'un coup. Même quand il fait mal. Même quand il détruit. Je sais, ma chérie. Je sais.
Alors comment je peux porter plainte contre quelqu'un que j'aime? Parce que parfois, aimer quelqu'un, c'est accepter qu'il doit affronter les conséquences de ses actes, parce que sans conséquences, il ne changera jamais. Et s'il change, Isabelle, s'il fait une thérapie, s'il comprend ce qu'il a fait, si on recommence à zéro, j'ai pris une grande inspiration. Isabelle, je ne peux pas te forcer à porter plainte, c'est ta décision. Mais je vais te dire quelque chose, et je veux que tu m'écoutes vraiment. Elle s'est assise. Les hommes comme Pierre ne changent pas sans aide professionnelle, pas sans un choc profond. Et même avec tout ça, les chances sont minces. Mais, laisse-moi finir. J'ai travaillé 35 ans dans la police. J'ai vu des centaines de cas comme le tien. Des centaines de femmes qui espéraient que leur mari change. Tu sais combien l'ont réussi? Elle ne répondait pas. Presque aucune. Parce que la violence n'est pas un accident. C'est un système de contrôle. Et une fois qu'il est en place, il est presque impossible de le défaire. Isabelle pleurait en silence. Alors tu es en train de me dire que je dois quitter l'homme que j'aime? Non, je suis en train de te dire que tu dois protéger la femme que tu es. Et si je ne suis pas assez forte, tu es plus forte que tu ne le crois. Tu as survécu à 1 an de violence. Tu as survécu à hier soir. Tu vas survivre à demain. Elle a posé sa tête dans ses mains. Je ne sais pas quoi faire. Alors ne décide rien maintenant. Repose-toi. Réfléchis. On a jusqu'à demain pour déposer plainte. Le reste de la journée s'est passé dans une sorte de brume. Isabelle est restée dans sa chambre. Moi, j'ai fait le ménage, préparé le déjeuner, essayé de m'occuper, mais mon esprit était ailleurs. Je pensais à Pierre, à ce qu'il devait ressentir en ce moment, humilié, en colère, probablement en train de tout planifier pour récupérer le contrôle. Je pensais à Gisèle, à cette femme qui avait applaudi en voyant sa bru tomber. Comment peut-on en arriver là? Comment peut-on encourager son propre fils à frapper? Et je pensais à Isabelle, à ma petite fille qui avait grandi trop vite, qui avait cru en l'amour et qui maintenant devait choisir entre son cœur et sa sécurité. Vers 16 heures, Moreau m'a rappelé. « Morgane, Pierre vient d'être relâché. » Mon cœur a bondi. « Déjà? » Oui, le procureur n'a pas pu le garder plus longtemps sans plainte officielle, mais il a reçu un avertissement et une convocation pour une médiation pénale. Une médiation? Oui. Un processus où victime et agresseur se rencontrent pour... Je sais ce que c'est. Et c'est hors de question. Morgane, ce n'est pas à vous de décider. C'est à Isabelle. Isabelle n'est pas en état de rencontrer cet homme. Peut-être, mais légalement, c'est la procédure. J'ai raccroché, furieuse. Une médiation. Comme si on pouvait médiatiser des coups. Comme si on pouvait trouver un compromis entre la violence et la dignité. Je suis allé dans la chambre d'Isabelle. Elle était assise sur le lit, son téléphone à la main. Isabelle? Elle a levé les yeux. Ils étaient rouges. Il m'a envoyé un message. Mon sang s'est glacé. Quoi? Il n'a pas le droit de te contacter. Il a utilisé un autre numéro. Qu'est-ce qu'il dit? Elle m'a tendu le téléphone. Le message était court, mais glaçant. Isabelle, je suis désolée pour hier soir. J'ai perdu le contrôle. Tu me connais, ce n'est pas moi. On peut en parler? S'il te plaît? Juste toi et moi, sans ta mère. Je t'aime. Pierre, je t'aime. Après tout ça, après les coups, après les humiliations, après la garde à vue, il osait encore dire « Je t'aime ». Isabelle, tu ne vas pas répondre. Mais, non, pas de mais. Cet homme t'a frappé. Il n'a aucun droit de te contacter, et encore moins de te dire qu'il t'aime. Mais il s'excuse. Les excuses ne suffisent pas. Les excuses sans conséquence ne valent rien. Elle a repris son téléphone. Je vais juste lui dire que j'ai besoin de temps. Isabelle, maman, s'il te plaît, je ne veux pas qu'il panique. Je ne veux pas qu'il fasse quelque chose de fou. Et là, j'ai compris. Isabelle avait encore peur. Pas peur de le perdre. Peur de ce qu'il pourrait faire si elle le repoussait. C'était ça, le vrai visage de la violence conjugale. Pas les coups, la terreur qui reste après. D'accord, ai-je dit calmement. Réponds-lui. Mais dis-lui simplement que tu as besoin de temps pour réfléchir. Rien de plus. Merci maman. Elle a tapé un message, court, neutre. J'ai besoin de temps. Ne me contacte pas, s'il te plaît. Elle a appuyé sur « Envoyer ». Nous avons attendu. 2 minutes plus tard, il a répondu. Je comprends. Prends tout le temps qu'il te faut, mais sache que je t'attends et que je ferai tout pour te récupérer. Tout. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Isabelle a éteint son téléphone. Elle tremblait. Maman, j'ai peur. Je sais, ma chérie. Moi aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre. On va réfléchir. Et demain, on prendra une décision. Et s'il vient ici, il ne viendra pas. Il sait que je suis flic. Il sait ce que je peux faire. Tu crois? J'en suis sûre. Mais au fond de moi, je n'étais sûre de rien. Parce que les hommes comme Pierre, quand ils perdent le contrôle, deviennent imprévisibles et dangereux. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais allongée dans mon lit,
les yeux ouverts, fixant le plafond. Chaque bruit me faisait sursauter, le vent contre la fenêtre, une voiture qui passait dans la rue, le craquement du parquet. À 3 heures du matin, je me suis levée. J'ai vérifié que toutes les portes étaient verrouillées, que toutes les fenêtres étaient fermées. J'ai même sorti mon vieux bâton télescopique, celui que je gardais dans un tiroir depuis ma retraite, juste au cas où, parce qu'un instinct me disait que Pierre ne lâcherait pas si facilement. Le lendemain matin, Isabelle est sortie de sa chambre avec des cernes noires sous les yeux. Elle non plus n'avait pas dormi. « Bonjour maman, bonjour ma chérie. Du café, s'il te plaît. » Nous nous sommes installés à la table de la cuisine. Le silence entre nous était lourd, chargé de questions non posées, de décisions non prises. « Isabelle, je sais ce que tu vas dire. »« Ah oui? Tu vas me dire que je dois porter plainte. »« Non, je vais te dire que tu dois faire ce qui est juste pour toi. » Elle a bu une gorgée de café. « Et si je ne sais pas ce qui est juste pour moi ?» J'ai posé ma main sur la sienne. « Alors on va prendre le temps de le découvrir, ensemble. » Mon téléphone a vibré. Un message de Moreau. « Morgane, j'ai des informations importantes. Je peux passer chez vous ce matin ?» J'ai répondu « Oui, dans 1 heure. Parfait. À tout de suite. » J'ai regardé Isabelle. « Le capitaine Moreau vient nous voir. Il a des informations. » Quel genre d'informations? Je ne sais pas. Mais connaissant Moreau, si c'est important, c'est vraiment important. 1 heure plus tard, on a sonné à la porte. J'ai vérifié par l'œilleton. C'était bien Moreau, seul. Je lui ai ouvert. « Bonjour Morgane. »« Bonjour Julien, entre. » Il est entré, a salué Isabelle avec un hochement de tête respectueux, puis s'est assis sur le canapé. « Je ne vais pas tourner autour du pot, » a-t-il dit. Hier, après la garde à vue de Pierre Valmont, j'ai lancé quelques recherches. Routinières, vérification des antécédents, ce genre de choses. « Et ?» ai-je demandé. Et j'ai trouvé quelque chose. Moreau a sorti un dossier de sa sacoche. Un dossier fin, mais visiblement important. Il y a 3 ans, une femme a déposé une plainte contre Pierre Valmont pour harcèlement et violence. Le silence qui a suivi était assourdissant. Isabelle était devenue blanche comme un linge. Quoi? Une femme nommée Camille Dumas. Elle était sa collègue de travail. Selon sa déposition, Pierre l'a harcelée pendant 6 mois. Messages répétés, intimidation, puis une agression physique dans le parking de leur entreprise. Une agression physique? Ai-je demandé. Oui, il l'a poussée contre une voiture. Il l'a giflée. Et il lui a dit, je cite, « Si tu parles, personne ne te croira. » Isabelle avait les mains sur la bouche. Les larmes coulaient. « Non, non, ce n'est pas possible. Je suis désolée, Madame Valmont, mais c'est dans le dossier. » Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ai-je demandé. La plainte a été classée sans suite. Classée? Pourquoi? Parce que Camille Dumas a retiré sa plainte 2 semaines plus tard. J'ai compris immédiatement. Il l'a menacée. Probablement, ou il l'a convaincue de se taire. Peut-être avec l'aide de sa mère. En tout cas, la plainte a été retirée et l'affaire a été enterrée. Et cette femme, Camille, où est-elle maintenant? Elle a quitté Lyon. Elle vit à Paris. J'ai son numéro, si vous voulez la contacter. Isabelle s'est levée brusquement. Non, je ne veux pas lui parler. Je ne veux rien savoir. Isabelle, ai-je commencé. Non, maman, elle criait. Pour la première fois depuis des années, ma fille criait. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas entendre qu'il a fait ça à une autre femme avant moi. Je ne veux pas savoir que j'aurais pu l'éviter si j'avais su. Elle est sortie de la pièce en courant. J'ai entendu la porte de sa chambre claquer. Moreau m'a regardé. Désolé. Je ne voulais pas. Ce n'est pas ta faute. C'est juste. Beaucoup. Trop. Je comprends. J'ai pris le dossier. J'ai regardé la photo de Camille Dumas. Une femme jeune, brune, avec des yeux tristes. Elle ressemblait un peu à Isabelle. Julien, est-ce que je peux garder ce dossier? Normalement, non. Mais entre nous, oui, fais-en bon usage. Après le départ de Moreau, je suis restée seule dans le salon. J'ai ouvert le dossier. J'ai lu chaque page, chaque mot. La déposition de Camille était glaçante. Il était charmant au début, gentil, attentionné. Puis il a commencé à me surveiller, à me demander où j'allais, avec qui je parlais. Quand j'ai voulu mettre de la distance, il est devenu agressif. Il me suivait après le travail. Il m'envoyait des dizaines de messages par jour. Et quand je lui ai dit d'arrêter, il m'a coincé dans le parking. C'était exactement le même schéma. Exactement les mêmes mots qu'Isabelle avait utilisés pour décrire Pierre. J'ai frappé doucement à la porte de la chambre d'Isabelle. « Ma chérie ?» Pas de réponse. « Je peux entrer ?» Silence. J'ai ouvert la porte. Isabelle était allongée sur le lit, les yeux rouges, le visage enfoui dans l'oreiller. Je me suis assise à côté d'elle. « Isabelle, je sais que c'est dur, mais il faut que tu saches. Savoir quoi? Que mon mari est un monstre? Que j'ai été stupide de ne pas voir les signes? Non, que tu n'es pas seule. Que ce qui t'arrive n'est pas de ta faute. Que Pierre est un manipulateur et qu'il l'était déjà avant toi.
Elle s'est redressée. Son visage était défait. Maman, pourquoi il m'a choisi? Quoi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tu n'as rien fait. Les hommes comme Pierre ne choisissent pas leurs victimes par hasard. Ils cherchent des femmes fortes, intelligentes, indépendantes, des femmes qu'ils peuvent briser pour se sentir puissants. Mais je ne me sens pas forte, je me sens pathétique. Tu n'es pas pathétique, tu es humaine. J'ai sorti le dossier de derrière mon dos. Isabelle, il faut que tu lises ça. Non, s'il te plaît. Maman, j'ai dit non. Isabelle, cette femme a vécu exactement ce que tu vis. Et elle s'est tue. Et regarde ce qui s'est passé. Pierre a recommencé. Avec toi. Et si tu te tais maintenant, il recommencera. Avec une autre. Ces mots ont frappé Isabelle comme une gifle. Elle a pris le dossier. Elle a commencé à lire. Au fur et à mesure qu'elle lisait, son visage changeait. La colère remplaçait la tristesse. La compréhension remplaçait la honte. Quand elle a fini, elle a levé les yeux vers moi. Elle a retiré sa plainte. Oui, parce qu'il l'a menacée, probablement. Et maintenant, c'est mon tour. Oui. Isabelle a fermé le dossier. Elle s'est levée. Elle a marché jusqu'à la fenêtre. Maman, si je porte plainte, je ne serai pas seule? Non, tu ne seras jamais seule. Et si j'ai envie de revenir en arrière, si j'ai peur, si je change d'avis, alors je serai là, pour te rappeler pourquoi tu as fait ce choix, et pour te protéger. Elle a pris une grande inspiration. D'accord, je vais le faire. Mon cœur s'est emballé. Tu es sûre? Non, mais je ne serai jamais sûre. Alors autant le faire maintenant, avant de changer d'avis. On peut y aller dès maintenant, au commissariat. Maintenant? Oui, maintenant, avant que tu aies le temps de réfléchir, avant que Pierre te contacte encore. Maintenant. Elle a hoché la tête. D'accord, allons-y. Nous sommes partis 25 minutes plus tard. J'ai conduit jusqu'au commissariat central de Lyon, celui où j'avais travaillé pendant des années, celui où tout le monde me connaissait. Quand nous sommes entrés, l'agent à l'accueil a levé les yeux. Commissaire Bouchard. Bonjour Laurent. Je viens avec ma fille. Elle souhaite déposer une plainte pour violence conjugale. Bien sûr, je vais prévenir le capitaine Moreau. Nous nous sommes assises dans la salle d'attente. Isabelle serrait son sac contre elle. Ses mains tremblaient. Maman. Oui, je peux encore partir? Oui, mais tu ne le feras pas. Comment tu le sais? Parce que tu es ma fille, et que tu es plus forte que tu ne le crois. Moreau est arrivé quelques minutes plus tard. Il a salué Isabelle avec un sourire doux. Madame Valmont, vous avez pris une décision courageuse. Je ne me sens pas courageuse. C'est normal. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur. Il nous a conduites dans une salle d'audition. Petite, sobre, avec juste une table, 3 chaises et un ordinateur. Je vais prendre votre déposition, a dit Moreau. Prenez votre temps, racontez-moi tout, du début à maintenant. Isabelle a commencé à parler, lentement, d'une voix tremblante. Elle a raconté la première fois qu'il l'avait insultée, la première fois qu'il l'avait poussée, la première fois qu'il l'avait frappée. Elle a raconté comment il s'excusait après, comment il pleurait, comment il promettait de changer. Elle a raconté comment sa belle-mère l'humiliait, comment elle lui disait qu'elle était une mauvaise épouse, qu'elle devait faire plus d'efforts. Elle a raconté comment elle avait essayé de partir, mais qu'elle avait eu peur, peur qu'il la retrouve, peur qu'il lui fasse encore plus de mal. Moreau écrivait, sans interrompre, sans juger. Quand Isabelle a terminé, elle pleurait. Mais ce n'étaient pas des larmes de honte, c'était des larmes de libération. Voilà, a-t-elle dit, c'est tout, c'est ma vie depuis 1 an. Moreau a levé les yeux. Madame Valmont, je vais être honnête avec vous. Ce que vous venez de décrire constitue un délit de violence conjugale aggravé. Votre mari risque jusqu'à 5 ans de prison. Isabelle a pâli. 5 ans? Oui, mais ça dépendra du juge et de votre témoignage. Et maintenant? Maintenant, je transmets votre plainte au procureur. Pierre Valmont sera convoqué et vous recevrez une ordonnance de protection. Il ne pourra plus vous approcher. Nous sommes sortis du commissariat 2 heures plus tard. Isabelle était épuisée. Mais il y avait quelque chose de différent dans son regard. Une lueur, petite, fragile, mais présente. Maman? Oui, merci. De quoi? D'avoir cru en moi, même quand je ne croyais pas en moi. J'ai pris sa main. Je croirai toujours en toi. Toujours. En rentrant chez moi, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Une voiture garée en face de mon immeuble, une voiture noire, avec quelqu'un à l'intérieur. Mon instinct de flic s'est réveillé. Isabelle, monte directement. Pourquoi? Monte. Maintenant. Elle a obéi. J'ai attendu qu'elle soit à l'intérieur, puis je me suis approché de la voiture. La vitre s'est baissée, et j'ai reconnu le visage. Gisèle, qu'est-ce que vous faites ici? Ai-je demandé, glacial. Je veux voir Isabelle. Non, vous ne pouvez pas m'en empêcher. Si, et si vous ne partez pas immédiatement, j'appelle la police. La police? Elle a ri, un rire amer.
Vous croyez vraiment que vous allez gagner, Morgane? Je ne suis pas en train de jouer. Mon fils est innocent. Et vous le savez. Vous manipulez Isabelle. Vous la montez contre lui. Mais la vérité finira par éclater. Je me suis penché vers la fenêtre. J'ai planté mes yeux dans les siens. Madame, votre fils a frappé ma fille. Devant moi. Vous avez applaudi. Ce sont des faits, pas des opinions. Et si vous continuez à le protéger, vous serez complice. Légalement. Complice? Oui. Complicité de violence. C'est un délit. Vous pouvez aller en prison. Gisèle est devenue livide. Vous bluffez? Essayez-moi. Elle a démarré la voiture brusquement. Et elle est partie en trombe. Je suis resté sur le trottoir, les mains tremblantes, parce que je savais que ce n'était pas fini, que Pierre et Gisèle n'allèrent pas abandonner, que la vraie bataille ne faisait que commencer. En montant chez moi, j'ai trouvé Isabelle à la fenêtre. Elle regardait la rue. C'était qui? Ta belle-mère. Qu'est-ce qu'elle voulait? Te voir. Mais je l'ai renvoyée. Isabelle a fermé les yeux. Maman, ça ne s'arrêtera jamais, n'est-ce pas? Si, ça s'arrêtera. Quand la justice aura fait son travail. Et en attendant, on se bat. Cette nuit-là, Isabelle est venue dormir dans ma chambre, comme quand elle était petite et qu'elle faisait des cauchemars. Nous nous sommes allongés côte à côte, dans le noir. Maman, oui? Tu crois qu'un jour, je pourrai refaire confiance à quelqu'un? Oui, mais ça prendra du temps. Combien de temps? Je ne sais pas, mais chaque jour sera un peu plus facile. Elle s'est endormie quelques minutes plus tard. Moi, je suis resté éveillé, parce que je savais que Pierre n'avait pas dit son dernier mot, et que le pire était peut-être encore à venir. Les jours suivants se sont écoulés, dans une tension permanente. Isabelle restait chez moi, enfermée dans sa chambre la plupart du temps. Elle regardait son téléphone toutes les 5 minutes, attendant, redoutant. Les messages de Pierre continuaient, malgré l'interdiction, malgré la plainte. Isabelle, s'il te plaît, réponds-moi. On peut se voir? Juste 5 minutes? Je sais que ta mère te monte contre moi, mais tu me connais. Tu sais qui je suis vraiment. Je t'aime. Je ne peux pas vivre sans toi. Chaque message était une manipulation, une tentative de reprendre le contrôle. Et chaque fois, je voyais Isabelle hésiter, sa main sur le téléphone, l'envie de répondre, l'envie de croire qu'il avait changé. Mais elle ne répondait pas. Pas encore. Le 5e jour, nous avons reçu une lettre recommandée. C'était une convocation. Du tribunal. Pierre Valmont était convoqué devant le juge des affaires familiales pour une audience de protection. Dans 10 jours. Isabelle a lu la lettre 3 fois. Ses mains tremblaient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le juge va examiner ta demande d'ordonnance de protection, il va entendre ton témoignage, celui de Pierre, et il décidera si Pierre doit être éloigné de toi. Et si le juge ne me croit pas, il te croira. Comment tu peux en être sûr? Parce que tu as la vérité de ton côté, et que la vérité finit toujours par éclater. Mais au fond de moi, j'avais peur. Parce que j'avais vu des centaines de dossiers être classés, des centaines de femmes retourner avec leur agresseur, des centaines de juges sous-estimer la gravité des faits, et je ne voulais pas que ma fille devienne une statistique. Le lendemain, Moreau m'a téléphoné. « Morgane, j'ai une nouvelle, bonne et mauvaise. Commence par la bonne. Pierre a été convoqué également. Il devra se présenter au tribunal. S'il ne vient pas, un mandat d'arrêt sera émis. Et la mauvaise? Il a engagé un avocat, Maître Olivier Ferrand. Mon estomac s'est serré. Ferrand? Oui? Tu le connais? Malheureusement, oui. Olivier Ferrand était l'un des avocats les plus redoutables de Lyon, spécialisé dans la défense des hommes accusés de violences conjugales. Il avait une réputation, celle de détruire les victimes à la barre. Il posait des questions vicieuses, il insinuait, il retournait chaque mot contre la victime. « Madame, n'est-il pas vrai que vous aviez bu ce soir-là? Madame, n'est-il pas vrai que vous avez provoqué votre mari? Madame, n'est-il pas vrai que vous avez des antécédents de dépression ?» Chaque question était une arme. Chaque insinuation, une blessure. « Isabelle va avoir besoin d'un avocat, ai-je dit à Moreau. Oui, et un bon. Je connais quelqu'un. Maître Sophie Leclerc. Elle s'occupe exclusivement de femmes victimes de violences. Tu penses qu'elle acceptera? Je vais l'appeler. » Sophie Leclerc et moi avions travaillé ensemble sur plusieurs affaires pendant ma carrière. C'était une femme brillante, acharnée, avec un sens aigu de la justice. Je l'ai appelée le soir même. « Sophie, c'est Morgane Bouchard. Morgane, quelle surprise. Comment vas-tu? » Pas très bien, Sophie. J'ai besoin de ton aide. Dis-moi tout. Je lui ai raconté. Tout. Le dîner, les coups, la plainte, la convocation, Ferrand. Quand j'ai terminé, il y a eu un long silence. Morgane, c'est ta fille. Oui, tu sais que je ne peux pas te promettre de gagner, surtout contre Ferrand. Je sais, mais tu es la seule en qui j'ai confiance. Nouveau silence. D'accord, je prends l'affaire, mais à une condition. Laquelle? Que tu me laisses faire mon travail, sans intervenir, sans jouer aux flics, juste être une mère. J'ai avalé ma salive.
parce que c'était exactement ce que je ne savais pas faire. D'accord, je te laisse faire. Parfait. Je veux rencontrer Isabelle demain. Chez toi. On va préparer son témoignage. Merci Sophie. Ne me remercie pas encore. On a une bataille devant nous. Le lendemain, Sophie est venue chez moi. Elle portait un tailleur sobre, des lunettes fines, et elle dégageait une autorité naturelle. Isabelle était intimidée. « Bonjour, Madame Valmont, je suis maître Sophie Leclerc. »« Bonjour, asseyez-vous, s'il vous plaît, on a beaucoup de travail. » Elles se sont installées à la table du salon. Moi, je suis resté debout, observant, écoutant. « Isabelle, je vais être franche avec vous. L'avocat de votre mari est l'un des meilleurs de Lyon. Il va tout faire pour vous décrédibiliser. Il va fouiller dans votre passé, vos émotions, vos décisions. Il va essayer de vous faire passer pour instable, menteuse ou manipulatrice. » Isabelle a pâli. « Comment je vais tenir ?» En disant la vérité, simplement, sans décoration, sans émotion excessive, juste les faits. Sophie a sorti un carnet. « Racontez-moi tout, du début. Comment vous avez rencontré Pierre ?» Isabelle a pris une grande inspiration. « Je l'ai rencontré il y a 7 ans, à une conférence juridique. Il était intervenant. Moi, j'étais dans le public. Après sa présentation, je suis allée le féliciter. Il était charmant, intelligent. Il m'a invité à prendre un café, puis un dîner. Et petit à petit, nous sommes devenus proches. Quand avez-vous remarqué les premiers signes de violence ? Pas tout de suite. Au début, il était parfait, attentionné, généreux. Mais après notre mariage, les choses ont changé. Comment ? Il devenait jaloux. Si je parlais à un collègue, il voulait savoir qui c'était, ce qu'on s'était dit. Si je rentrais tard, il me faisait une scène. Si je sortais avec des amis, il boudait pendant des jours. Sophie écrivait, sans lever les yeux. Et les insultes ? Elles ont commencé environ 6 mois après le mariage. D'abord, c'était subtil. « Tu es un peu lente aujourd'hui, non ?» Ou « Tu aurais pu faire un effort pour le dîner. » Puis, c'est devenu plus direct. « Tu es bête, tu es incapable, tu ne sais rien faire correctement. » Et vous réagissiez comment ? Au début, je me défendais. Puis j'ai arrêté, parce que chaque fois que je répondais, ça empirait. Alors j'ai appris à me taire. Sophie a levé les yeux. « Isabelle, c'est très important que vous compreniez quelque chose. Ce que vous décrivez s'appelle de la violence psychologique. C'est aussi grave que la violence physique. Parfois, même plus, parce qu'elle laisse des cicatrices invisibles. » Isabelle a hoché la tête, les larmes aux yeux. « Et les coups ?» a demandé Sophie. « Quand ont-ils commencé ?»« Il y a 6 mois. La première fois, c'était après une dispute. J'avais oublié d'acheter quelque chose au supermarché. Il s'est énervé. Il a levé la main. Et il m'a giflé. Une seule fois ? Oui, une seule. Puis il a pleuré. Il s'est excusé. Il m'a juré que ça n'arriverait plus. Mais ça a recommencé. Oui, encore et encore. » Sophie a refermé son carnet. « Isabelle, je vais vous dire ce qui va se passer à l'audience. L'avocat de Pierre va essayer de montrer que vous exagérez, que vous mentez, que vous cherchez à vous venger. Il va vous demander pourquoi vous n'êtes pas parti plus tôt. Pourquoi vous n'avez pas porté plainte avant ? Pourquoi vous avez continué à vivre avec lui ?» Isabelle a baissé les yeux. « Et qu'est-ce que je dois répondre ? La vérité, que vous aviez peur, que vous espériez qu'il change, que vous l'aimiez. Il n'y a aucune honte à aimer quelqu'un qui vous fait du mal. C'est humain. » Sophie s'est tournée vers moi. « Morgane, toi aussi, tu vas témoigner. »« Moi ? Oui, tu es témoin direct des faits. Tu as vu Pierre frapper Isabelle. Ton témoignage est crucial. »« D'accord. Qu'est-ce que je dois dire ? » ?»« Exactement ce que tu as vu. Rien de plus, rien de moins. Pas d'interprétation, pas d'émotion. Juste les faits. Tu sais faire ça. » J'ai hoché la tête, mais au fond de moi, j'avais peur. Peur de ne pas être objective, peur de laisser mes émotions parler, peur de nuire au dossier d'Isabelle. Les jours suivants, Sophie est revenue plusieurs fois. Elle a préparé Isabelle. Elle lui a posé toutes les questions possibles, même les plus dures, même les plus humiliantes. « Isabelle, est-ce que vous avez déjà trompé votre mari ? Non. Est-ce que vous avez déjà consommé de la drogue ? Non. Est-ce que vous avez des antécédents psychiatriques ? Non. Est-ce que vous avez déjà frappé votre mari ? Non. » Chaque question était une épreuve, mais Isabelle tenait bon. Elle répondait calmement, clairement, sans trembler. Et j'étais fière d'elle, fière de voir ma fille retrouver sa force. Petit à petit, la veille de l'audience, Isabelle n'a pas dormi. Elle tournait en rond dans l'appartement. Elle relisait ses notes. Elle répétait ses réponses. « Maman, et si je craque ? Et si je pleure ? Et si je n'arrive pas à parler ? Alors tu prends ton temps, tu respires, et tu continues. Mais si le juge pense que je mens, il ne pensera pas que tu mens, parce que tu ne mens pas. » À minuit, elle est venue me rejoindre dans le salon. « Maman, oui, tu crois que papa serait fier de moi ? » Mon cœur s'est serré. Thomas, mon mari, le père d'Isabelle.
Il nous avait quittés il y a 8 ans. Trop tôt. Trop vite. Oui, ma chérie. Il serait fier. Très fier. Tu crois qu'il aurait fait quoi à ta place? Exactement la même chose. Peut-être même plus tôt. Elle a souri. Un petit sourire triste. Il me manque. À moi aussi. Nous sommes restés assises en silence, côte à côte, comme 2 soldats avant la bataille. Et j'ai pensé à Thomas, à ce qu'il m'aurait dit s'il était encore là. Morgane, protège notre fille, quoi qu'il en coûte. Et c'était exactement ce que j'allais faire. Le jour de l'audience est arrivé. Nous nous sommes levés à 6 heures du matin. Isabelle a mis une robe simple, élégante, bleue, la même couleur que le jour du dîner. Sophie nous a rejointes devant le tribunal à 9 heures. Elle portait sa toge d'avocate, noire, imposante. « Vous êtes prête ?»« Non, » a répondu Isabelle, « mais je n'ai pas le choix. »« Si, vous avez le choix. Vous pouvez renoncer, vous pouvez retourner avec lui. Mais je ne pense pas que ce soit ce que vous voulez. » Isabelle a pris une grande inspiration. « Non, ce n'est pas ce que je veux. Alors, allons-y. » Nous sommes entrés dans le tribunal. Un bâtiment ancien, majestueux, avec des couloirs interminables et des plafonds hauts. En arrivant devant la salle d'audience, j'ai vu Pierre. Il était là, avec son avocat, Maître Ferrand. Pierre portait un costume impeccable, bleu marine, cravate discrète. Il avait l'air d'un homme d'affaires prospère, calme, respectable. Quand il a vu Isabelle, il a souri. Un sourire doux, triste, comme s'il était la victime. Isabelle s'est figée. « Maman, ne le regarde pas, continue à marcher. » Mais Pierre s'est avancé. Isabelle, Sophie s'est interposée. « Monsieur Valmont, vous n'avez pas le droit de lui parler. »« Je veux juste, vous n'avez pas le droit. » Ferrand a posé une main sur l'épaule de Pierre. « Pierre, allons attendre dans la salle. » Pierre a lancé un dernier regard à Isabelle. Un regard lourd, chargé de reproches. Puis il est parti. Isabelle tremblait. « Je ne peux pas faire ça. »« Si, tu peux. »« Non, maman, je ne peux pas être dans la même pièce que lui. Je ne peux pas. » Sophie lui a pris les mains. « Isabelle, écoutez-moi. Ce que vous ressentez est normal, mais vous êtes plus forte que lui. Vous avez la vérité. Et la vérité est une arme plus puissante que toutes ces manipulations. » Les portes de la salle d'audience se sont ouvertes. Une huissière est apparue. « Affaire Valmont contre Valmont. » Les parties sont priées d'entrer. Isabelle a regardé vers moi. Ses yeux disaient tout. Peur, courage, détermination. « Je suis avec toi, » ai-je murmuré. À chaque seconde, elle a hoché la tête et nous sommes entrés. La salle était petite, sobre, avec une estrade où siégeait le juge, un homme d'une 60aine d'années, cheveux gris, regard sévère. Pierre et son avocat étaient assis d'un côté, Isabelle, Sophie et moi de l'autre. Le juge a frappé son bureau avec un marteau. L'audience est ouverte. Nous sommes réunis pour examiner la demande d'ordonnance de protection déposée par Madame Isabelle Valmont contre Monsieur Pierre Valmont. Maître Leclerc, vous avez la parole. Sophie s'est levée. Merci, votre honneur. Ma cliente, Madame Isabelle Valmont, est victime de violences conjugales répétées depuis plus d'1 an. Elle demande une ordonnance de protection afin d'être protégée de son mari, qui représente un danger pour sa sécurité physique et psychologique. Le juge a hoché la tête. Maître Ferrand? Ferrand s'est levé. Grand, imposant, sourire confiant. Votre honneur, mon client nie catégoriquement les accusations portées contre lui. Il s'agit d'une manipulation orchestrée par la belle-mère de Monsieur Valmont, qui cherche à séparer le couple par tous les moyens. Mon sang a bouilli, mais je suis restée silencieuse, parce que je savais que la bataille ne faisait que commencer. Le juge a ajusté ses lunettes et a ouvert le dossier devant lui. Madame Valmont, vous êtes la plaignante dans cette affaire. Je vais vous demander de vous lever et de prêter serment. Isabelle s'est levée. Ses jambes tremblaient. Je le voyais, mais elle se tenait droite, digne. Levez la main droite, a dit le juge. Elle a levé la main. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Je le jure. Asseyez-vous. Le juge s'est tourné vers elle. Son regard était neutre, ni bienveillant, ni hostile, simplement professionnel. Madame Valmont, racontez-moi ce qui s'est passé le soir du 15 novembre. Isabelle a pris une grande inspiration. Nous avions organisé un dîner. Mon mari, sa mère, ma mère et moi, tout semblait normal au début. Mais pendant le repas, j'ai renversé un verre d'eau par accident. Mon mari s'est mis en colère. Il m'a giflé 3 fois. Puis il m'a poussé. Je suis tombée au sol. Et ensuite, sa mère a applaudi. Elle a dit « Ainsi, elle apprend à se tenir ». Le juge a pris des notes. Puis il a levé les yeux. « Madame Valmont, est-ce la première fois que votre mari vous frappe ?» Isabelle a baissé les yeux. « Non. Combien de fois cela s'est-il produit avant ? Je ne sais pas exactement. Peut-être 7 ou 8 fois. 7 ou 8 fois en combien de temps ? En 6 mois. » Le silence qui a suivi était lourd. Le juge s'est tourné vers Pierre. « Monsieur Valmont, qu'avez-vous à dire ?» Pierre s'est levé
Il avait l'air calme, presque blessé. Votre honneur, je suis profondément choqué par ces accusations. Je n'ai jamais frappé ma femme. Ce soir-là, elle est tombée toute seule. Elle était nerveuse. Elle a glissé. J'ai essayé de la retenir, mais je n'ai pas pu. Et les gifles? Il n'y a pas eu de gifles. C'est sa mère qui invente tout ça. Elle ne m'a jamais aimé. Elle a toujours voulu nous séparer. Je sentais la rage monter en moi. Mais Sophie m'avait prévenu. Ne réagis pas. Reste calme. Ton tour viendra. Le juge s'est tourné vers Ferrand. Maître Ferrand, vous avez des questions pour Madame Valmont? Oui, votre honneur. Ferrand s'est levé. Il a marché lentement vers Isabelle, comme un prédateur qui encercle sa proie. Madame Valmont, vous dites que votre mari vous a frappé 7 ou 8 fois en 6 mois. Oui. Et pourtant, vous n'avez jamais porté plainte avant. Pourquoi? Isabelle a hésité. Parce que j'avais peur. Peur de quoi? Peur qu'il soit encore plus violent. Peur qu'il se venge. Mais vous êtes juriste, n'est-ce pas? Oui. Vous connaissez donc la loi. Vous savez qu'il existe des protections pour les femmes victimes de violences. Oui, je sais. Alors pourquoi n'avez-vous rien fait? Isabelle a fermé les yeux. J'ai vu ses mains se crisper sur la barre. Parce que savoir et vivre sont deux choses différentes. Parce que j'espérais qu'il change. Parce que je l'aimais. Ferrand a souri. Un sourire froid. Vous l'aimiez. Au présent ou au passé? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Madame Valmont, soit vous aimez votre mari, soit vous ne l'aimez pas. C'est simple. Non, ce n'est pas simple. Ah bon? Expliquez-moi. Isabelle a levé les yeux vers lui. Et pour la première fois, j'ai vu une lueur de colère dans son regard. Vous ne pouvez pas comprendre. Parce que vous n'avez jamais été à ma place. Vous n'avez jamais eu peur de rentrer chez vous. Vous n'avez jamais eu à peser chaque mot, chaque geste pour ne pas déclencher la colère de quelqu'un. Vous n'avez jamais eu à choisir entre votre sécurité et votre cœur. Ferrand a haussé les épaules. Peut-être. Mais si votre mari était si dangereux, pourquoi êtes-vous resté avec lui? Parce que j'avais peur de partir. Vraiment? Ou peut-être parce que tout cela n'est qu'une invention? Sophie s'est levée brusquement. Objection, votre honneur. Maître Ferrand harcèle ma cliente. Objection rejetée, a dit le juge. Maître Ferrand a le droit de poser des questions. Mais restez dans les limites du raisonnable, maître. Ferrand a hoché la tête. Madame Valmont, vous dites que votre belle-mère a applaudi quand vous êtes tombée. Oui. Et elle a dit, ainsi elle apprend à se tenir. Oui. Vous en êtes sûr? Absolument. Parce que ma cliente, Madame Gisèle Valmont, nie catégoriquement avoir dit cela. Elle affirme que c'était une blague. Une simple plaisanterie entre belle-mère et belle-fille. Isabelle a secoué la tête. Ce n'était pas une blague. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce que je connais cette femme. Parce qu'elle m'a humiliée pendant des années. Parce qu'elle a toujours dit que j'étais une mauvaise épouse. Des années? Mais vous êtes mariée depuis seulement 2 ans. Oui, 2 ans. C'est déjà trop long quand on vit avec quelqu'un qui vous déteste. Ferrand a souri à nouveau, comme s'il venait de marquer un point. Madame Valmont, est-il possible que vous soyez, légèrement paranoïaque? Sophie a explosé. Votre honneur, cette question est inacceptable. Le juge a frappé son marteau. Maître Ferrand, surveillez vos termes. Mes excuses, votre honneur, je reformule. Madame Valmont, est-il possible que vous ayez mal interprété les intentions de votre belle-mère? Isabelle a pris une grande inspiration. Non, ce n'est pas possible. Ferrand est retourné à sa place, il a ouvert un dossier, puis il s'est retourné vers Isabelle. Madame Valmont, avez-vous déjà consulté un psychiatre? Le sang d'Isabelle s'est vidé de son visage. Oui. Quand? Il y a 3 ans? Pourquoi? Parce que j'ai perdu mon père. J'étais en dépression. Une dépression? C'est noté. Et vous avez pris des médicaments? Oui. Des antidépresseurs. Pendant 6 mois. Ferrand a brandi un papier. Votre honneur, j'ai ici un rapport médical qui confirme que Madame Valmont a été traitée pour dépression sévère. N'est-il pas possible que cette dépression ait altéré sa perception de la réalité? Sophie s'est levée, furieuse. Votre honneur, cette tactique est honteuse. Maître Ferrand essaie de discréditer ma cliente en utilisant un événement douloureux de sa vie. Une dépression après la perte d'un père n'a rien à voir avec les violences qu'elle a subies. Le juge a hoché la tête. Je suis d'accord. Maître Ferrand, où voulez-vous en venir? Je veux simplement montrer que Madame Valmont a des antécédents de fragilité psychologique et que ces accusations pourraient être le résultat d'une imagination débordante plutôt que de faits réels. J'ai serré les poings. Je voulais me lever, crier, dire à ce salaud qu'il n'avait aucun droit de salir ma fille ainsi. Mais Sophie m'a regardé. Ses yeux disaient « Pas maintenant, attends ton tour ». Isabelle pleurait, silencieusement. Les larmes coulaient sur ses joues. « Madame Valmont, avez-vous quelque chose à ajouter ?» a demandé le juge. Elle a secoué la tête. « Très bien, vous pouvez vous rasseoir. » Le juge s'est tourné vers moi. « Madame Bouchard,
Vous êtes témoin direct des faits. Veuillez vous lever et prêter serment. Je me suis levé. J'ai levé la main. Je le jure. Racontez-moi ce que vous avez vu le soir du 15 novembre. J'ai pris une grande inspiration. Et j'ai raconté. Chaque détail, chaque seconde, chaque mot, le verre renversé, les 3 gifles, la chute d'Isabelle, les applaudissements de Gisèle. Je parlais calmement, précisément, comme si je faisais un rapport de police. Pas d'émotion, pas d'interprétation, juste les faits. Quand j'ai terminé, Ferrand s'est levé. Madame Bouchard, vous êtes la mère de Madame Valmont. Oui, et vous êtes également ancienne commissaire de police. Oui. N'est-il pas vrai que vous n'avez jamais approuvé le mariage de votre fille avec Monsieur Valmont? Non, ce n'est pas vrai. Vraiment? Plusieurs témoins affirment que vous avez toujours été distante avec Monsieur Valmont. J'étais prudente, pas distante. Prudente? Pourquoi? J'ai regardé Pierre droit dans les yeux, parce qu'un instinct me disait que quelque chose n'allait pas, et j'avais raison. Un instinct, pas des preuves, un instinct. Mon instinct a sauvé des dizaines de femmes pendant ma carrière, je lui fais confiance. Mais votre instinct peut aussi vous tromper, n'est-ce pas? Pas cette fois. Ferrand a souri. Madame Bouchard, n'est-il pas vrai que vous avez menacé ma cliente, Madame Gisèle Valmont, il y a quelques jours? Mon cœur a bondi. Je ne l'ai pas menacée, je lui ai demandé de partir. Selon son témoignage, vous lui avez dit qu'elle risquait la prison. N'est-ce pas une menace? Non. C'est un fait. La complicité de violence est un délit. Mais vous n'êtes plus commissaire, Madame Bouchard. Vous n'avez plus aucune autorité. Je n'ai pas besoin d'autorité pour connaître la loi. Ferrand s'est tourné vers le juge. Votre honneur, je demande que le témoignage de Madame Bouchard soit écarté. Elle est clairement biaisée. Elle cherche à protéger sa fille par tous les moyens, y compris en inventant des faits. Sophie s'est levée. Votre honneur, Madame Bouchard est un témoin crédible. Elle a travaillé pendant 35 ans dans la police. Elle sait faire la différence entre un fait et une opinion. Son témoignage est essentiel. Le juge a réfléchi. Le témoignage de Madame Bouchard sera maintenu. Mais je tiendrai compte du lien familial dans mon évaluation. J'ai repris ma place. J'étais furieuse, humiliée. Mais je savais que c'était comme ça que fonctionnait la justice. Les avocats essayaient de détruire les témoins. C'était leur travail. Même si c'était injuste, même si c'était cruel. Le juge s'est tourné vers Pierre. « Monsieur Valmont, avez-vous quelque chose à ajouter ?» Pierre s'est levé. Il avait l'air triste, résigné. « Votre honneur, je veux juste récupérer ma femme. Je l'aime. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Tout cela est un malentendu. Si on pouvait juste parler, tous les deux, sans avocat, sans juge. Je suis sûre qu'on pourrait tout arranger. » Isabelle a secoué la tête. « Non. » Pierre s'est tourné vers elle. « Isabelle, s'il te plaît. » « Non, Pierre, c'est fini. Mais je t'aime. Tu ne m'aimes pas. Tu aimes me contrôler. Ce n'est pas la même chose. » Le juge a frappé son marteau. « Silence. Monsieur Valmont, rasseyez-vous. » Pierre s'est rassis, mais son regard était glacial. Et j'ai su qu'Isabelle venait de franchir une ligne, et que Pierre ne lui pardonnerait jamais. Le juge a refermé le dossier. L'audience est levée. Je rendrai ma décision dans 48 heures. En attendant, Monsieur Valmont, je vous interdis d'approcher Madame Valmont ou de la contacter de quelque manière que ce soit. Si vous violez cette interdiction, vous serez placé en détention provisoire. Pierre a pâli. Mais c'est une ordonnance provisoire. Si vous voulez la contester, vous pouvez faire appel. Nous sommes sortis du tribunal épuisés. Isabelle pouvait à peine marcher. Sophie la soutenait. « Vous avez été courageuse », a dit Sophie. « Très courageuse. Je ne me sens pas courageuse. Je me sens vidée. C'est normal. Rentrez chez vous. Reposez-vous. On attend la décision du juge. » En sortant, j'ai vu Gisèle. Elle était assise sur un banc, seule. Elle pleurait. Je me suis arrêtée. « Madame Valmont. » Elle a levé les yeux. Son visage était défait. « Vous êtes contente? Vous avez détruit mon fils. » « Non. Votre fils s'est détruit tout seul. Il n'a rien fait. Il a frappé ma fille, devant moi, et vous avez applaudi. » Gisèle s'est levée. Elle tremblait. « Vous ne comprenez pas. Pierre a juste besoin d'être respecté. Si Isabelle avait été une meilleure épouse, votre fils l'a frappée. Aucune femme ne mérite ça, peu importe ce qu'elle fait ou ne fait pas. Vous ne savez rien. Je sais que vous êtes complice. Et que si vous continuez à le protéger, vous finirez en prison. » Gisèle a reculé, comme si je l'avais giflé. « Vous êtes un monstre. » « Non, madame. Le monstre, c'est votre fils. Et vous, je suis partie, sans me retourner. Parce que certaines personnes ne valent pas la peine qu'on leur consacre une seconde de plus. » Dans la voiture, Isabelle était silencieuse. Elle regardait par la fenêtre, les yeux perdus. « Maman, oui, tu crois qu'on va gagner? Je ne sais pas. Mais on a dit la vérité. C'est tout ce qu'on peut faire. Et si le juge ne me croit pas, alors on fera appel.
encore et encore, jusqu'à ce que justice soit faite. Elle a posé sa tête contre la vitre. Maman, merci. De quoi? D'avoir cru en moi, même quand je ne croyais pas en moi. J'ai tendu la main. Je lui ai pris la main. Je croirai toujours en toi. Toujours. 2 jours plus tard, nous avons reçu la décision du juge. L'ordonnance de protection était accordée. Pierre ne pouvait plus approcher Isabelle, plus la contacter, plus venir chez moi. S'il violait cette interdiction, il serait arrêté. Isabelle a pleuré en lisant la décision. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de soulagement. C'est fini? Non, mais c'est un début. Le soir même, j'ai reçu un message, d'un numéro inconnu. Vous croyez avoir gagné. Mais ce n'est que le début. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Et vous allez comprendre ce que ça veut dire. Mon sang s'est glacé. Parce que je savais qui avait envoyé ce message. Et je savais qu'il ne lâcherait pas. Le message est resté gravé dans mon esprit pendant des jours. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. C'était une menace, claire, directe, mais impossible à prouver. J'ai montré le message à Moreau. Il a secoué la tête. Morgane, le numéro est injetable, impossible à tracer. Et le contenu est suffisamment vague pour ne pas constituer une menace légale. Mais on sait que c'est Pierre. On le sait, mais on ne peut pas le prouver. Alors qu'est-ce qu'on fait? On reste vigilante. Et au moindre problème, tu m'appelles. Les semaines suivantes se sont déroulées dans un calme étrange, presque inquiétant. Pierre ne tentait plus de contacter Isabelle. Pas de message, pas d'appel, rien. C'était comme s'il avait disparu. Isabelle commençait à respirer à nouveau. Elle sortait de sa chambre. Elle parlait. Elle riait même parfois. « Maman, tu crois que c'est vraiment fini? Je ne sais pas, ma chérie. Mais profitons de ce calme. » Un matin, Isabelle a reçu un appel de son cabinet d'avocat. « Allô ?» Elle a écouté. Son visage s'est décomposé. « Quoi? Mais pourquoi ?» Elle a raccroché, les mains tremblantes. « Maman, je viens d'être licenciée. Mon sang s'est glacé. »« Licenciée? Pourquoi? » Ils disent que c'est pour raisons économiques. Mais je sais que c'est faux. On venait de signer 3 nouveaux clients. J'ai compris immédiatement. Pierre, tu crois? J'en suis sûre. Il connaît le directeur de ton cabinet. Ils ont fait leurs études ensemble. Isabelle s'est effondrée sur le canapé. Mais il ne peut pas faire ça. C'est illégal. Légalement, si. Ils peuvent te licencier pour raisons économiques, même si c'est un prétexte. Et prouver le contraire est presque impossible. Alors quoi? Je perds mon travail à cause de lui? On va se battre. On va trouver un autre cabinet. Tu es une excellente juriste. Quelqu'un te prendra. Mais les semaines passaient, et personne ne voulait d'Isabelle. Elle envoyait des CV, elle passait des entretiens, mais à chaque fois, c'était la même réponse. Nous avons trouvé un autre candidat. Votre profil ne correspond pas. Nous vous recontacterons. Un soir, Isabelle a pleuré. Maman, il m'a détruite. Il a tout détruit. Ma vie, mon travail, mon avenir. Non, il a essayé. Mais tu es encore debout. À peine. Puis un jour, Isabelle a reçu une lettre de la banque. Son compte avait été vidé. Toutes ses économies, parties. Comment c'est possible? J'ai lu la lettre. C'était un virement, autorisé, vers un compte joint qu'Isabelle partageait avec Pierre. Il avait accès au compte joint, et il a tout transféré. Mais c'est mon argent. Légalement, c'est un compte joint. Il a le droit. Le droit? Il m'a volé. Isabelle tremblait de rage. Maman, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai plus de travail, plus d'argent, plus rien. Tu as moi. Ce n'est pas assez, elle criait. Pour la première fois, elle criait contre moi. Je ne peux pas vivre chez toi pour toujours. Je ne peux pas dépendre de toi toute ma vie. Je veux juste reprendre ma vie. Je l'ai prise dans mes bras. Elle pleurait contre mon épaule. Je sais, ma chérie. Je sais. Mais on va s'en sortir. Ensemble. Comment on va s'en sortir? Je ne sais pas encore, mais on trouvera. Le lendemain, Sophie m'a appelé. Morgane, j'ai une mauvaise nouvelle. Mon cœur a bondi. Quoi? Pierre a déposé une demande de divorce. Un divorce? Oui, et il réclame la moitié de tous les biens, y compris l'appartement. L'appartement appartenait à Isabelle avant le mariage. Oui, mais ils l'ont mis en commun après. Légalement, Pierre a droit à la moitié. J'étais sous le choc. Il est en train de la dépouiller, méthodiquement. Oui, c'est une stratégie classique. Il veut la briser, financièrement, professionnellement, émotionnellement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Se battre, contester chaque demande. Mais ça va prendre du temps. Et de l'argent. Combien? Beaucoup. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je réfléchissais, cherchais des solutions. J'avais des économies, pas énormément, mais assez pour aider Isabelle, assez pour payer un avocat, assez pour tenir quelques mois. Mais après, qu'est-ce qui se passerait après? Le lendemain matin, j'ai appelé une vieille amie, Corinne, une collègue de mes années à la police. Elle dirigeait maintenant une agence de sécurité privée. Corinne, c'est Morgane. Morgane,
Quel plaisir. Comment vas-tu? Pas très bien, Corinne. J'ai besoin d'aide. Je lui ai tout raconté. Pierre, les violences, le harcèlement, la destruction méthodique de la vie d'Isabelle. Quand j'ai terminé, Corinne a soupiré. Morgane, ce type est dangereux. Je sais. Non, tu ne comprends pas. Ce qu'il fait, ce n'est pas juste de la vengeance. C'est du harcèlement en réseau. Il utilise ses contacts pour détruire ta fille. Je sais, mais je ne peux pas le prouver. Et si je pouvais? Mon cœur s'est emballé. Comment? Laisse-moi faire quelques recherches. Discrètes. Je connais des gens qui savent fouiller. Si Pierre a laissé des traces, on les trouvera. Corinne, je ne veux rien d'illégal. Je sais, fais-moi confiance. 2 semaines plus tard, Corinne m'a rappelé. Morgane, j'ai trouvé quelque chose. Quoi? Pierre a contacté au moins 4 cabinets d'avocats à Lyon pour leur dire de ne pas embaucher Isabelle. Comment tu le sais? J'ai mes sources. Et ce n'est pas tout. Il a aussi parlé à plusieurs banques pour bloquer ses demandes de crédit. J'étais sous le choc. Il l'a mise sur une liste noire? Exactement. Mais c'est illégal. Oui, mais difficile à prouver, sauf si on a des témoignages. Tu as des témoignages? Pas encore, mais je travaille dessus. J'ai raccroché. Mon esprit tournait à toute vitesse. Pierre était en train de détruire Isabelle. Méthodiquement, froidement. Et le pire, c'est qu'il le faisait dans l'ombre, sans laisser de traces visibles. Mais j'allais le coincer, d'une manière ou d'une autre. Un soir, Isabelle est rentrée avec un sourire, un petit sourire fragile. « Maman, j'ai trouvé un travail. » « Vraiment? Où? » « Dans une petite association. Aide juridique gratuite pour les femmes victimes de violences. » Mon cœur s'est serré. « Ma chérie, je sais, le salaire est ridicule, mais au moins, je vais faire quelque chose d'utile. » J'ai regardé ma fille, elle avait perdu tellement de choses. Son mari, son appartement, ses économies, sa carrière, mais elle n'avait pas perdu son humanité. Elle n'avait pas perdu sa volonté d'aider les autres. « Je suis fière de toi, » ai-je dit. « Pourquoi? Parce que tu aurais pu devenir amère, haineuse. Mais tu as choisi d'aider. » Elle a souri. Un vrai sourire cette fois. « C'est toi qui m'as appris ça. » Les semaines passaient. Isabelle travaillait. Je continuais mes recherches avec Corinne. Puis, un jour, tout a basculé. Isabelle est rentrée, pâle comme un linge. « Maman, Pierre a déposé une plainte contre moi. » « Quoi? Il m'accuse de diffamation. Il dit que j'ai menti sur les violences, qu'il n'a jamais levé la main sur moi. Mon sang s'est glacé. C'est impossible. Tu as des preuves, les photos, le témoignage. Il dit que les photos sont fausses, que je me les suis faites moi-même. C'est ridicule, mais le juge va l'écouter. Et s'il me condamne, je pourrais aller en prison. Le monde s'est effondré autour de moi. Pierre était passé à l'offensive. Il n'essayait plus de la détruire dans l'ombre. Il essayait de la mettre en prison. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. J'allais me battre avec tout ce que j'avais. Parce qu'un homme ne peut pas frapper une femme, puis la faire condamner pour avoir osé parler. Parce que la justice ne peut pas être aveugle face à la manipulation. Parce que ma fille méritait mieux. Le lendemain, j'ai appelé Moreau. « Julien, j'ai besoin d'aide. »« Morgane, qu'est-ce qui se passe? » Pierre vient de porter plainte contre Isabelle, pour diffamation. Quoi? Il essaie de la faire condamner. C'est une stratégie classique, inverser les rôles, faire passer la victime pour la coupable. Comment on l'arrête? Moreau a réfléchi. Il faut prouver qu'il ment. Il faut trouver d'autres victimes, d'autres témoignages. Camille Dumas? Oui, et peut-être d'autres. Si Pierre a fait ça à 2 femmes, il y en a probablement d'autres. Comment on les trouve? En cherchant, dans ses anciens lieux de travail, dans ses cercles sociaux, partout. J'ai raccroché, et j'ai pris mon carnet. J'allais chercher, fouiller, interroger, comme au beau jour de ma carrière. Parce que Pierre Valmont avait fait une erreur. Il avait sous-estimé une mère et une ancienne commissaire de police. Les semaines suivantes, j'ai mené mon enquête, discrètement, méthodiquement. J'ai contacté d'anciens collègues de Pierre, des voisins, des amis, et petit à petit, un portrait a émergé. Pierre n'était pas un homme violent par accident, c'était un prédateur. J'ai trouvé 3 autres femmes, 3 anciennes, petites amies, qui racontaient toute la même histoire. Charme au début, puis contrôle, puis insulte, puis coups. Et à chaque fois, quand elles essayèrent de partir, il les menaçait, les harcelait, les détruisait, exactement comme avec Isabelle. Avec Corinne, nous avons rassemblé tous les témoignages, tous les documents, toutes les preuves, et nous avons monté un dossier solide, implacable, qui montrait qui était vraiment Pierre Valmont. Quand j'ai montré le dossier à Sophie, elle a souri. « Morgane, tu viens de lui couper l'herbe sous le pied. On va pouvoir faire tomber sa plainte? Plus que ça, on va le poursuivre, pour harcèlement, pour manipulation, pour destruction de preuves. » Le jour de l'audience pour diffamation est arrivé. Pierre était là, avec Ferrand, souriant, confiant. Mais quand Sophie a déposé le dossier sur le bureau du juge, son sourire s'est effacé.
Votre honneur, voici les témoignages de 3 anciennes compagnes de Monsieur Valmont. Toutes victimes de violences similaires. Le juge a ouvert le dossier. Il a lu, page après page. Son visage s'est durci. Maître Ferrand, votre client a-t-il quelque chose à dire? Ferrand était livide. Votre honneur, ces témoignages sont hors sujet. Nous parlons de diffamation. Non, maître, nous parlons de crédibilité. Et votre client vient de perdre toute la sienne. Le juge a refermé le dossier. Plainte pour diffamation rejetée. Et je transmets ce dossier au procureur. Monsieur Valmont, vous allez être convoqué pour une nouvelle enquête, pour violence répétée. Pierre est devenu blanc. Mais l'audience est levée. Nous sommes sortis du tribunal. Isabelle pleurait. Mais cette fois, c'était des larmes de joie. Maman, on a gagné? Oui, ma chérie, on a gagné. Mais dans un coin de mon esprit, une petite voix me disait « Ce n'est pas fini ». Parce que les hommes comme Pierre ne perdent jamais sans se battre. Et la vraie bataille ne faisait peut-être que commencer. 3 mois ont passé depuis l'audience. 3 mois durant lesquels la vie a repris, lentement, un semblant de normalité. Isabelle travaillait à l'association. Elle aidait des femmes comme elle, des femmes brisées qui cherchaient un chemin vers la liberté. Et chaque jour, je la voyais se reconstruire, petit à petit. Moi, j'avais repris mes habitudes de retraité, mes promenades matinales, mes après-midi lectures, mes dîners tranquilles avec ma fille. Mais je restais vigilante, toujours, parce que Pierre Valmont n'avait pas dit son dernier mot. Un matin, Moreau m'a appelé. « Morgane, j'ai des nouvelles. Bonnes ou mauvaises? » Les deux. Mon estomac s'est noué. Commence par les bonnes. Le procureur a décidé de poursuivre Pierre pour violence conjugale aggravée et harcèlement. Le procès aura lieu dans 2 mois. Et les mauvaises? Pierre a tenté de fuir. Il a été arrêté à l'aéroport. Il essayait de prendre un vol pour le Maroc. Mon sang s'est glacé. Il essayait de fuir le pays? Oui, avec un faux passeport. Un faux passeport? Oui, il avait tout planifié. Mais les douanes l'ont repéré. Il est maintenant en détention provisoire, jusqu'au procès. J'ai raccroché. Mon cœur battait la chamade. Pierre avait essayé de fuir, de se soustraire à la justice, mais il avait été arrêté. Et maintenant, il était en prison. Quand j'ai annoncé la nouvelle à Isabelle, elle s'est effondrée. Mais pas de tristesse, de soulagement. Il est en prison? Oui. Pour combien de temps? Jusqu'au procès. Minimum 2 mois. Elle a fermé les yeux. Une larme a coulé. Maman, je peux enfin respirer. Les semaines suivantes ont été les plus paisibles depuis des mois. Isabelle sortait à nouveau. Elle retrouvait des amis. Elle riait. Elle vivait. Moi, je la regardais avec fierté. Ma petite fille avait traversé l'enfer. Et elle en était ressortie plus forte. Un soir, Sophie m'a appelé. « Morgane, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui se passe? » J'ai reçu des informations étranges sur Gisèle Valmont. La mère de Pierre? Oui. Apparemment, elle a été hospitalisée. Mon cœur a bondi. Hospitalisée? Pourquoi? Crise cardiaque. Légère, mais suffisante pour l'affaiblir. Je ne savais pas comment réagir. D'un côté, cette femme avait encouragé son fils à frapper ma fille. De l'autre, c'était une mère qui voyait son fils en prison. Elle va s'en sortir? Oui. Mais les médecins disent qu'elle doit éviter tout stress. Le procès arrive, ça va être stressant. Justement, son avocat demande un report, pour raison médicale. Mon sang a bouilli. Un report? Encore? Oui, mais le juge va probablement refuser. Il y a déjà eu trop de délais. Bien. Morgane, je sais que tu détestes cette femme. Mais quoi? Essaie de ne pas prendre plaisir à sa souffrance, ça te détruirait. J'ai raccroché. Et j'ai réfléchi. Sophie avait raison. Prendre plaisir à la douleur de quelqu'un d'autre, même un ennemi, c'était devenir comme eux. Je ne voulais pas devenir comme eux. Je voulais juste que justice soit faite. Le jour du procès est arrivé. Nous sommes arrivés au tribunal tôt. Isabelle portait une robe simple, grise, élégante mais sobre. Sophie était à ses côtés, imposante dans sa toge noire. Moi, j'étais en retrait, observant. Comme toujours, Pierre est arrivé menottes aux poignets, encadré par 2 gendarmes. Il avait maigri. Ses cheveux étaient mal coiffés, ses yeux cernés. La prison l'avait marqué. Quand il a vu Isabelle, il a essayé de sourire. Mais le sourire ne montait pas jusqu'à ses yeux. Isabelle l'a regardé. Puis elle a détourné le regard. Elle n'avait plus peur. Gisèle était là aussi. En fauteuil roulant, pâle, fragile. Une infirmière l'accompagnait. Elle me regardait avec une haine froide. Je lui ai rendu son regard, sans émotion, parce que la haine ne menait nulle part. Le juge est entré. Un homme différent de celui de l'audience préliminaire, plus âgé, plus sévère. L'audience est ouverte. Nous sommes réunis pour juger Monsieur Pierre Valmont, accusé de violence conjugale aggravée, harcèlement et tentative de fuite. Le procureur s'est levé. Une femme d'une 50aine d'années, stricte, précise.
Votre honneur. Monsieur Valmont a terrorisé son épouse pendant plus d'1 an. Il l'a frappée, humiliée. Puis, quand elle a trouvé le courage de porter plainte, il a essayé de la détruire financièrement et professionnellement. Et quand il a compris que la justice allait le rattraper, il a tenté de fuir le pays. Elle a fait une pause. Cet homme n'a aucun respect pour la loi, aucun respect pour les femmes, aucun respect pour la justice. Je demande la peine maximale, 5 ans de prison ferme. Ferrand s'est levé. Il avait l'air fatigué, moins combatif que d'habitude. Votre honneur, mon client reconnaît avoir commis des erreurs, mais il n'est pas un monstre. Il a agi sous l'emprise du stress, de la pression professionnelle, de problèmes familiaux. Le juge l'a interrompu. Maître, le stress ne justifie pas la violence. Je comprends votre honneur, mais mon client mérite une seconde chance, une peine avec sursis. Un suivi psychologique, pas la prison. Le juge s'est tourné vers Isabelle. Madame Valmont, souhaitez-vous prendre la parole? Isabelle s'est levée. Elle tremblait légèrement, mais sa voix était claire. Oui, votre honneur, je vous écoute. Isabelle a pris une grande inspiration. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais le problème, que si j'étais une meilleure épouse, il ne me frapperait pas, que si j'étais plus attentive, plus douce, plus silencieuse, il m'aimerait vraiment. Elle a fait une pause, mais j'avais tort, parce que ce n'était pas de l'amour, c'était du contrôle, et je ne pouvais rien faire pour changer ça. Elle a regardé Pierre. Tu m'as détruite, tu as détruit mon travail, mes économies, ma confiance, mais tu n'as pas détruit ma volonté de vivre, et tu ne la détruiras jamais. Pierre baissait les yeux. Je ne te hais pas, a continué Isabelle, mais je ne veux plus jamais te revoir. Je veux que la justice fasse son travail. Pour que tu comprennes que frapper une femme a des conséquences. Elle s'est rassise. Des larmes coulaient sur ses joues, mais elle souriait, parce qu'elle venait de reprendre son pouvoir. Le juge a pris des notes, puis il s'est tourné vers Pierre. Monsieur Valmont, avez-vous quelque chose à dire? Pierre s'est levé, lentement. Il avait l'air brisé. Votre honneur, je regrette tout. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais perdu. Perdu comment? Je ne sais pas. Je voulais juste être respecté. En frappant votre femme, Pierre a baissé la tête. Non, j'ai eu tort. Le juge a refermé son dossier. Monsieur Valmont, vous avez eu de nombreuses occasions de changer. Après la première gifle, après la deuxième, après la 10e. Mais vous n'avez rien fait. Vous avez continué, encore et encore. Pierre ne répondait pas. Et quand votre femme a trouvé le courage de partir, vous avez essayé de la détruire, puis de fuir. Le juge a fait une pause. La justice n'est pas là pour se venger. Elle est là pour protéger et pour punir ceux qui refusent de respecter les règles. Il a pris son marteau. Monsieur Pierre Valmont, je vous condamne à 4 ans de prison ferme. Vous serez également inscrit au fichier des auteurs de violences conjugales et vous aurez l'interdiction à vie d'approcher Madame Isabelle Valmont. Clac, le marteau est tombé. Pierre s'est effondré. Gisèle a crié. L'infirmière a essayé de la calmer. Isabelle pleurait, mais cette fois, c'était des larmes de libération. C'est fini? Oui, ma chérie, c'est fini. Nous sommes sortis du tribunal sous un soleil éclatant. Isabelle a levé les yeux vers le ciel. Elle a respiré profondément. Maman, je me sens légère. C'est normal. Tu viens de laisser tomber un poids énorme. Tu crois qu'il va changer? En prison? Je ne sais pas. Mais ce n'est plus ton problème. Moi, les mois suivants, j'ai appris ce qui était arrivé à Pierre en prison. Il avait demandé un suivi psychologique. Il avait rejoint un groupe de parole pour hommes violents. Certains disaient qu'il changeait. D'autres disaient que c'était de la manipulation. Je ne savais pas. Et je m'en fichais. Gisèle, elle, ne s'est jamais remise. La honte d'avoir un fils en prison. La culpabilité d'avoir encouragé sa violence. Elle est décédée 6 mois plus tard, d'une autre crise cardiaque. Isabelle a pleuré en apprenant la nouvelle. Pas de tristesse pour Gisèle, mais de tristesse pour tout ce gâchis. Maman, pourquoi les gens se détruisent comme ça? Parce qu'ils ne savent pas aimer. Vraiment. 1 an après le procès, Isabelle a rencontré quelqu'un. Un homme doux, patient, qui l'écoutait vraiment. Elle m'a présenté à lui. Il s'appelait Thomas, comme son père. Maman, tu penses que c'est un signe? Peut-être, ou peut-être que c'est juste un homme bien. Ils ont pris leur temps. Pas de précipitation, pas de promesses folles. Juste des moments simples, des promenades, des conversations. Et petit à petit, j'ai vu Isabelle redevenir elle-même. Pas celle qu'elle était avant Pierre, mais quelqu'un de nouveau, plus forte, plus lucide. 2 ans après le procès, Isabelle a quitté mon appartement. Elle a trouvé un petit studio, simple, lumineux. Maman, tu vas me manquer. Toi aussi, ma chérie. Mais c'est le moment. Tu crois que je suis prête? Je sais que tu es prête. Le jour de son déménagement, j'ai trouvé quelque chose dans sa chambre. Une petite boîte, avec une photo à l'intérieur. La photo du dîner.
celle que j'avais prise quelques semaines avant la catastrophe. Isabelle, Pierre, Gisèle, moi, tous souriants, avant que tout ne s'effondre. J'ai regardé cette photo longtemps, et j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. La violence, la peur, la bataille, la justice, mais aussi la force, le courage, la renaissance. Isabelle est venue me rejoindre. « Maman, pourquoi tu regardes cette photo ?» Je me demandais juste si j'aurais pu faire quelque chose différemment. « Tu as fait exactement ce qu'il fallait. Tu m'as sauvée. » « Non, tu t'es sauvée toi-même. Moi, je t'ai juste donné les outils. » Elle a pris la photo. Elle l'a regardée. Puis, elle l'a déchirée. « Maman, je n'ai plus besoin de ça. »« Tu es sûre ?»« Oui, parce que mon histoire ne se résume pas à cette photo. Elle commence maintenant. » Et elle avait raison, parce que la vie ne s'arrête pas après la violence. Elle continue, plus forte, plus belle, avec des cicatrices, mais aussi avec de l'espoir. Aujourd'hui, Isabelle dirige sa propre association. Elle aide des centaines de femmes chaque année. Elle parle dans des écoles, dans des tribunaux, partout où on l'invite. Et chaque fois qu'elle raconte son histoire, elle termine par ces mots. « Si vous êtes dans cette situation, sachez que vous n'êtes pas seul, et que la vie a une manière étrange de rendre justice. Pas toujours comme on l'attend, mais toujours au bon moment. Moi, je suis retournée à ma vie tranquille, mes promenades, mes livres, mes après-midi au parc. Mais parfois, je repense à cette nuit où j'ai pris mon téléphone et appelé la police. Et je me dis que c'était le meilleur choix de ma vie. Parce que parfois, pour sauver ceux qu'on aime, il faut avoir le courage d'agir. Même si ça fait mal, même si ça divise, même si ça change tout. 5 ans ont passé depuis ce dîner. 5 ans qui m'ont appris que la justice n'arrive pas toujours comme on l'imagine. Pas toujours avec fracas, pas toujours avec vengeance. Parfois, elle arrive doucement, comme une rivière qui, goutte après goutte, finit par creuser la pierre. Je suis assise sur mon balcon. Le soleil de septembre éclaire Lyon d'une lumière dorée. J'ai 75 ans maintenant. Mes cheveux sont entièrement blancs. Mes mains tremblent un peu quand je tiens ma tasse de thé. Mais mon esprit est clair et mon cœur est en paix. Isabelle vient me voir tous les dimanches, avec Thomas. Et maintenant, avec leur petite fille. Elle s'appelle Morgane, comme moi. Quand Isabelle m'a annoncé qu'elle voulait lui donner mon prénom, j'ai pleuré. « Maman, tu m'as sauvé la vie. C'est le moins que je puisse faire. Je n'ai fait que mon devoir de mère. » Non, tu as fait plus. Tu m'as montré ce qu'était le courage. Aujourd'hui, la petite Morgane a 3 ans. Elle court partout dans mon appartement. Elle rit, elle chante. Elle ne saura jamais ce que sa mère a traversé. Du moins, pas tout de suite. Un jour, quand elle sera assez grande, Isabelle lui racontera, pour qu'elle sache, pour qu'elle comprenne que la violence n'est jamais normale, jamais acceptable, et qu'il faut toujours avoir le courage de partir. Isabelle a grandi de manière extraordinaire ces dernières années. Son association s'appelle La Maison de la Lumière. Elle accueille des femmes victimes de violences. Elle leur offre un refuge, un accompagnement juridique, un soutien psychologique. L'année dernière, elle a reçu un prix national pour son engagement. Je suis allée à la cérémonie. J'ai vu ma fille sur scène, devant des centaines de personnes, raconter son histoire, sans honte, sans peur, avec dignité. Elle a parlé de Pierre, pas avec haine, mais avec lucidité. Cet homme m'a détruite, mais il m'a aussi appris quelque chose d'essentiel, que la violence n'a rien à voir avec l'amour, que personne ne mérite d'être frappé, et que partir n'est pas un échec, c'est un acte de survie. La salle entière s'est levée pour l'applaudir. Moi, j'étais au fond, les larmes aux yeux, fière, tellement fière. Pierre, lui, est sorti de prison il y a 1 an, après 3 ans de détention, 1 an de remise de peine pour bonne conduite. J'ai appris qu'il vivait maintenant dans une petite ville du Sud, seul, coupé de tout le monde. Son entreprise a fait faillite pendant qu'il était en prison. Ses amis l'ont abandonné. Sa réputation est détruite. Certains diraient que c'est triste. Moi, je dis que c'est la conséquence naturelle de ses actes. Parce que la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Pierre a semé la violence. Il a récolté la solitude. Et je n'y prends aucun plaisir. Mais je n'y ressens aucune pitié non plus. Juste une forme de justice tranquille. Un jour, il y a 6 mois, j'ai reçu une lettre de Pierre. Je l'ai ouverte avec méfiance, prête à la déchirer immédiatement si c'était une menace. Mais ce n'était pas une menace, c'était des excuses. Madame Bouchard, je sais que vous n'avez aucune raison de lire cette lettre, encore moins de me croire. Mais je dois essayer. J'ai passé 3 ans en prison à réfléchir à ce que j'ai fait, à la douleur que j'ai causée, à la vie que j'ai détruite. Votre fille ne méritait pas ce que je lui ai fait subir. Personne ne le mérite. J'ai suivi une thérapie. J'ai rejoint un groupe de parole. J'ai travaillé sur moi. Et j'ai compris quelque chose. Je n'étais pas un homme amoureux. J'étais un homme malade.
malade de contrôle, malade de peur, malade d'ego. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je sais que c'est impossible, mais je voulais que vous sachiez que je regrette, sincèrement, et que si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. Je ne contacterai plus jamais Isabelle. C'est ma promesse, et cette fois, je la tiendrai. Respectueusement, Pierre Valmont. J'ai lu cette lettre 3 fois, puis je l'ai montrée à Isabelle. Elle l'a lue, sans expression. Puis elle me l'a rendue. « Qu'est-ce que tu en penses ?» m'a-t-elle demandé. Je pense qu'il regrette peut-être, ou qu'il a appris à bien écrire les excuses. Je ne sais pas, moi non plus. Est-ce que tu veux lui répondre? Non. Elle a pris la lettre, et elle l'a jetée à la poubelle. Maman, que Pierre regrette ou pas, ça ne change rien à ce qu'il m'a fait, et ça ne change rien à ma vie aujourd'hui. Tu as raison. Je lui souhaite de trouver la paix, vraiment, mais loin de moi. Et c'était exactement ça, la sagesse. Pas la haine, pas la vengeance, juste l'indifférence. Parce qu'Isabelle avait compris que sa vie ne tournait plus autour de Pierre. Elle tournait autour d'elle-même, de sa famille, de son travail, de son bonheur. Parfois, je repense à cette nuit où tout a basculé. Je repense à ce moment où j'ai pris mon téléphone, où j'ai composé ce numéro, où j'ai dit « j'ai besoin d'une intervention immédiate ». Et je me demande qu'est-ce qui se serait passé si je n'avais rien fait, si j'étais restée assise, silencieuse, comme tant de mères le font. Isabelle serait-elle encore en vie aujourd'hui? Ou aurait-elle fini comme ces femmes dont on parle aux informations? Ces femmes tuées par leur mari? Ces femmes dont on dit « mais pourquoi elle n'est pas partie ?» La vérité, c'est qu'on ne part pas toujours, parce qu'on a peur, parce qu'on espère, parce qu'on aime encore. Et c'est pour ça que j'ai agi, parce qu'Isabelle ne pouvait pas agir seule. Elle avait besoin de quelqu'un qui brise le silence à sa place, quelqu'un qui dise « non, ça suffit ». Aujourd'hui, je reçois parfois des messages de femmes que je ne connais pas, des femmes qui ont entendu l'histoire d'Isabelle, qui ont trouvé mon contact. Elles me racontent leur vie, leur peur, leur honte. Et elles me demandent « qu'est-ce que je dois faire ?» Je leur réponds toujours la même chose. Partez, maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Appelez la police, appelez un refuge, appelez quelqu'un. Et si vous ne pouvez pas le faire seul, trouvez quelqu'un qui le fera pour vous. Parce que votre vie vaut plus que n'importe quelle promesse de changement. Certaines m'écoutent, d'autres pas. Et chaque fois qu'une femme retourne avec son agresseur, mon cœur se brise. Mais je ne juge pas, parce que je sais à quel point c'est difficile, à quel point c'est complexe. Je sais que l'amour et la peur peuvent coexister dans le même cœur. Mais je sais aussi une chose, que chaque femme qui part donne du courage à une autre, que chaque femme qui parle brise un peu plus le silence, et que petit à petit, génération après génération, nous apprenons à reconnaître les signes, à refuser la violence, à protéger nos filles. La petite Morgane court vers moi. Elle grimpe sur mes genoux. « Mamie, tu me racontes une histoire? Quelle histoire tu veux, mon cœur? Une histoire de princesse qui se sauve toute seule. » Isabelle sourit. Thomas aussi. Et moi, je commence. Il était une fois une princesse qui vivait dans un château. Un jour, le château est devenu une prison. Mais la princesse était intelligente. Elle a trouvé une clé. Et elle est partie. Et après, elle a construit son propre château. Un château où personne ne pouvait lui faire de mal. Un château rempli de lumière. La petite Morgane sourit. J'aime cette histoire. Moi aussi, mon cœur. Moi aussi. Ce soir, quand tout le monde est parti, je reste seule sur mon balcon. Je regarde les lumières de Lyon, les voitures qui passent, les gens qui rentrent chez eux. Et je pense à toutes ces femmes, partout dans le monde, qui vivent ce qu'Isabelle a vécu. Je pense à celles qui partiront, et à celles qui ne partiront pas. Je pense à celles qui survivront, et à celles qui ne survivront pas. Et je me dis que si mon histoire, l'histoire d'Isabelle, peut sauver ne serait-ce qu'une seule femme, alors tout cela aura eu un sens, parce que la violence n'est pas une fatalité. La peur n'est pas une prison sans clé, et le silence n'est pas une solution. Il existe toujours une porte de sortie. Parfois, on la trouve seule. Parfois, quelqu'un nous aide à la trouver. Mais elle existe, toujours. Et quand on la franchit, quand on sort enfin de l'obscurité, on découvre quelque chose d'extraordinaire, que la vie peut recommencer, que la confiance peut revenir, que l'amour, le vrai, existe. Isabelle l'a prouvé. Elle a traversé l'enfer, et elle en est ressortie lumineuse. Aujourd'hui, elle aide d'autres femmes à faire de même. Et moi, je la regarde avec une fierté infinie, parce que ma fille n'est pas une victime. Elle est une survivante, une combattante, une lumière dans l'obscurité. Et si vous qui m'écoutez, vous vivez quelque chose de similaire, sachez ceci. Vous n'êtes pas seule, vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas folle. Vous êtes juste humaine, et vous méritez mieux, tellement mieux. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur,
abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Je ferme les yeux. Le vent caresse mon visage. Et dans le silence de la nuit, je murmure « Merci Thomas, d'avoir été là, de m'avoir donné Isabelle et de m'avoir appris que protéger ceux qu'on aime, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire. La vie continue, avec ses hauts, ses bas, ses surprises. Mais une chose est sûre, la justice finit toujours par arriver. Pas toujours comme on l'attend, mais toujours au bon moment.